Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et je vous remercie pour votre présence. Et je vous garantis que vous allez passer une belle soirée. Avec Monsieur le maire, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Dollinger, vice-présidente de la CEA, pour lancer les rencontres de l'écologie optimiste. Ces rencontres se passent durant tout le week-end et lors de votre entrée, vous avez bien eu le flyer sur 2 pages avec tout le programme. Faites-vous plaisir ce week-end à Haguenau en parlant d'écologie. Vous surprendre, vous informer et vous donner envie d'agir pour le climat. Telle est notre ambition. Je vais donner la parole à Monsieur le maire. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que c'est elle qui a tout fait. Et je le dis d'emblée, comme ça je n'oublierai pas de la remercier à la fin, parce que c'est vrai que ces rendez-vous, ces rencontres, rendez-vous de l'écologie optimiste, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. On l'avait d'ailleurs dit même, fut un temps, lorsque, avec les élus qui sont venus nombreux d'ailleurs, on s'était dit, voilà, de quoi faut-il nourrir le projet municipal? Eh bien, il faut le nourrir de temps forts comme celui-ci. On n'avait pas imaginé ce nom-là, mais ça, c'est le nom que Marie-Odile a souhaité. Et on se retrouve tout à fait dans cette histoire. L'écologie, elle ne doit pas être... on a entendu tellement de choses sur l'écologie, elle n'appartient à personne, mais en tout état de cause pour nous, elle doit être optimiste. Et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux de lancer avec vous ces rencontres aujourd'hui. Un week-end qu'on n'imaginait pas nécessairement avec cette météo pour démarrer. On espère qu'au fil du temps, la météo va s'améliorer. Mais il est clair que ce thème-là, avec l'économie accélérateur de la transition écologique, c'est évidemment important parce que l'écologie, c'est aussi de l'emploi. Et on va essayer d'en parler pendant ces 3 jours. On a juste un exemple qu'on voudrait vous partager, parce que quand on parle d'écologie, de changement, de transformation pour une économie, eh bien on a un exemple récent, puisque on a eu le plaisir de voir atterrir sur notre territoire, pas loin d'ici, mais avec des efforts à la fois de Lyonnais, à la fois d'Allemands, et faire atterrir à Haguenau un projet qui s'appelle Innoplate. Donc une co-entreprise entre Schaeffler, qu'on connaît bien ici, et Symbio, qui est un rassemblement, une co-entreprise de Faurecia et de Michelin. Innoplate fabriquera dès 2023, normalement, à Haguenau, des plaques bipolaires, c'est-à-dire une pièce, un composant indispensable pour des piles à combustible, donc dans la transition vers cette décarbonation et ces moteurs à hydrogène. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Donc, il y a dans cette proposition, sur tout le week-end, un certain nombre de points qui nous paraissent importants. D'abord, le fait de produire et de consommer local, parce que ce sont des enjeux économiques. Aujourd'hui, presque tout le monde en est convaincu. Encore faut-il démontrer qu'il y a une offre locale, qu'il y a une possibilité. On l'a démontré il n'y a pas très longtemps, à 2 pas d'ici, à l'occasion d'un long week-end, et on appelait ça Made in Alsace. Mais oui, il y a de quoi faire, et il y a de quoi faire dans une ville de notre taille, une ville moyenne, un territoire comme le nôtre. On n'est pas dans les grandes métropoles. On entendra tout à l'heure 3 intervenants qui nous illustreront très certainement leur vision depuis là où ils vivent. Je les laisserai se présenter, donc je ne dirai pas plus. Mais ravi de voir comment on arrive aussi sur des territoires en Alsace du Nord, entre plusieurs métropoles. Pour nous, les métropoles, je le dis pour vous, c'est Strasbourg, évidemment, au sud, et puis Karlsruhe au nord-est. Donc c'est vrai, on est un territoire qui a plein d'atouts et une ambition. Même une image de marque pour ce qui est de la ville de Haguenau, qui est Haguenau, l'autre mode de ville. Un slogan qu'on avait inventé en 2008 déjà, et on en mesure toujours plus l'intérêt, l'actualité. Les villes moyennes, on le vend en poupe, me dit-on. En tout cas, on le sent sur un certain nombre d'indicateurs.
Mais ce n'est pas parce qu'on a envie de faire ceci ou cela, c'est parce qu'on a envie d'être ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est un territoire où il fait bon vivre et où nous voulons évidemment continuer à bien vivre. Alors, ayant dit ça, le continuer à bien vivre, ça prendra d'autres formes. C'est pour ça qu'on a un écoquartier en construction. C'est vrai, on teste à l'échelle de la reconversion d'une ancienne caserne en écoquartier, on teste des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de consommation, de production et de gestion des déchets. Voilà. Il y a toute une série d'innovations dans l'habitat qu'on veut montrer à celles et ceux qui habitent ou habiteront ici, en disant oui, il faudra faire autre chose. Et on aura tout au long des prochains mois encore beaucoup de choses à dire. Vivre, travailler, j'ai parlé d'Inoplate, mais évidemment il y a plein de choses intéressantes qui se passent dans nos entreprises, les petites, les moyennes, les grandes. On est ravis quand on a des très grandes aussi, ce qui est le cas chez nous, qui sont peut-être des locomotives dans le sens où elles ont acquis le label de vitrine de l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est quelque chose, pour que ça soit totalement pertinent à mes yeux, il faut que ça couvre tous les champs, y compris celui d'un engagement sociétal, d'un engagement envers l'environnement, la préservation des ressources. Mais voilà, je pense qu'on va y arriver. Et puis, dernier aspect, dans cet autre mode de ville, eh bien, c'est les déplacements, évidemment, les mobilités. Alors, que vous soyez venus en train, ce qui est le cas pour certains, mais vous avez vu en tout cas que la gare, le pôle d'échange multimodal, est un quartier en tant que tel et il va continuer à se développer. Avec notamment, parce qu'on y croit, le développement d'une offre ferroviaire très importante, en avoir ce qu'on appelle le choc de l'offre, si je prends ma casquette de conseiller régional, le choc de l'offre, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, décembre 2022, on va avoir beaucoup plus de trains, et notamment des trains qui couvriront aussi une amplitude horaire plus importante. On pourra prendre le train plus tard le soir, si on fait demain une conférence à 22h, vous pourrez encore venir à Haguenau en train. Mais il y a le train, il y a les cars, il y a les réseaux interurbains. On a développé à l'échelle de l'agglomération, je salue aussi les conseillers communautaires qui sont présents, un réseau de transport en commun pour cette agglomération de 36 communes et de 100 000 habitants. Voilà, c'est un vrai choix, parce que l'argent qu'on met là-dedans, si on est déjà convaincu que le transport en commun ne s'équilibre pas s'il n'y a pas d'argent public qui est mis, l'argent public qu'on met là-dedans, on considère que c'est un bon investissement. C'est un service de mobilité que nous proposons comme une alternative, évidemment, à l'autosolisme. Et je ne suis pas de ceux qui disent qu'on peut se débarrasser des voitures. On aura toujours besoin de voitures. On a besoin de créer des alternatives. Donc, tout un pan autour des mobilités que nous vivons à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'agglo. Et j'ai même, Marie-Odile a eu tout à l'heure l'occasion de remettre et de se voir remettre plutôt un prix pour l'agglomération, puisque notre agglomération a été primée à l'échelle du Grand Est comme étant lauréat, voilà, je cherchais le mot, lauréat pour le challenge au boulot, j'y vais autrement. Et c'est grâce à tous les agents de notre collectivité qui ont pris ce challenge pendant 3 semaines et qui ont montré qu'ils pouvaient venir au boulot autrement qu'en voiture. Et voilà, donc on montre que ça bouge, on montre qu'on le fait, j'allais dire, joyeusement, heureusement, on n'est pas triste pour autant. D'habitude, il fait beau à Haguenau, donc juste pas maintenant, mais voilà. Tout ça pour dire que la ville durable, la ville avec d'autres modes de vie et de ville, eh bien, on y croit. Voilà, je voudrais saluer pour terminer, évidemment, nos 3 intervenants, mais comme j'ai dit que je voulais garder le suspense et que vous le savez de toute façon déjà parce que c'était sur les invitations, donc je les laisserai se présenter et je présenterai simplement Adeline Schwander qui animera cette conférence. Donc à vous, Adeline, le soin d'en dire plus. Je voudrais également remercier nos partenaires institutionnels parce que, évidemment, monter une belle et grande opération comme celle-ci, ça a un coût. Donc je voudrais remercier l'État, la région Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, ainsi que la Banque des territoires. Chacune et chacun aura pu apporter ainsi son écho. Et puis,
Un petit coucou aussi aux membres du Conseil municipal des enfants. Ils ne sont pas nécessairement présents ce soir, mais ils ont été et seront présents sur ces thématiques pendant les 3 jours. Voilà, un dernier mot pour te féliciter, te remercier, Marie-Odile, pour ce leadership sur le sujet. Et comme c'est aussi une Madame Vélo, c'est aussi elle qui va nous emmener dimanche en forêt. Et on marquera comme ça aussi notre singularité comme ville, puisque nous avons également cette caractéristique unique d'être une ville au milieu d'une clairière et donc d'avoir un patrimoine forestier tout à fait remarquable. Et nous allons donc découvrir ensemble et par d'autres voies, autrement qu'en voiture, ce massif forestier. Ça, c'est pour dimanche. Voilà, et je finirai parce que si on ne finit pas avec une citation, ça ne le fait pas. Donc, en saluant le sénateur qui représente ici d'ailleurs le président Rotner pour la région, et Isabelle Dollinger, à qui je vais donner la parole tout de suite, qui représente Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Donc je finis avec ma citation du Dalai Lama. « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. » Monsieur le maire, Madame l'adjointe au maire, chère Marie-Odile, cher Claude, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs, un réel plaisir d'être avec vous ce soir et remercier la ville de Haguenau pour l'organisation de cet événement Rencontre de l'écologie optimiste durable. Ces enjeux sont certes d'actualité et surtout aussi dans nos collectivités où nous intégrons l'écologie et l'environnement dans nos politiques publiques. Alors si ici le développement durable est à la fois bien pensé, conçu et mis en œuvre, car la méthode, puisque vous rassemblez aujourd'hui les institutions, les partenaires, mais aussi les habitants. Et je crois qu'aujourd'hui, si on n'associe pas les habitants, on ne peut pas réussir ces défis ensemble, on ne peut pas laisser ça aux collectivités ni aux entreprises, mais je crois que c'est avec les habitants qu'on construit une vraie politique de l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, le territoire est certes traversé par toutes ces questions de préoccupations quotidiennes dans la vie des gens, et quoi qu'il s'agisse du logement, du transport ou encore de l'énergie, mais bien aussi des questions sociales, des questions éducatives, d'équilibre, de richesse ou encore d'emploi. Alors la transition écologique est une priorité forte pour la collectivité européenne d'Alsace, s'engager en faveur de la transition énergétique. Et Marie-Odile m'a précisé, alors je ne vais pas être exhaustive, de préciser quelques actions fortes que nous portons à l'échelle de la collectivité. Alors, par exemple, différentes opérations sont menées aujourd'hui sur les collèges du territoire. Alors, j'ai parlé du territoire Nord-Alsace, c'est là où on se trouve, pour y installer des panneaux photovoltaïques. La collectivité s'est également engagée aux côtés du monde agricole pour développer une agriculture durable et raisonnée pour le projet de la CUMA, donc de Batzendorf et environ, qu'on a soutenu avec la communauté d'agglomération, mais aussi avec la région Grand Est, porté par 23 exploitants agricoles regroupés pour créer un réseau d'irrigation économe en eau permettant de conforter et pérenniser l'activité agricole dans les secteurs, mais aussi privilégier les circuits courts. Un travail de partenariat a également été engagé avec la Chambre des métiers pour justement, on a organisé un job dating pour les métiers agricoles pour les bénéficiaires du RSA. En ce qui concerne le champ de l'économie sociale et solidaire, le développement durable s'appuie aussi sur la cohésion sociale. Un développement économique acceptable qui ne laisse personne au bord du chemin. La collectivité européenne d'Alsace est en première ligne puisque c'est la collectivité des solidarités, de par ses compétences sociales notamment, qui accompagne tous les publics et à tous les âges. En 2021, nos développeurs emploi du territoire Nord-Alsace ont placé 160 bénéficiaires du RSA, dont 29 dans le secteur marchand et 129 dans le secteur non marchand. On peut également indiquer un beau partenariat qu'on a créé ensemble avec la communauté d'agglomération aussi sur la plateforme participative aux côtés, où on soutient le projet d'Utileco sur les couches lavables pour mettre en place des actions de découverte, notamment pour ces couches. Donc il y a des actions qui seront en direction des familles organisées. Notre collectivité s'investit fortement aussi en faveur de la préservation de l'environnement et promeut aussi l'éducation et la sensibilisation à la nature,
puisque nos équipes sont là aussi durant ces 2 jours pour animer des stands. Au niveau des routes, des routes sûres, durables, intelligentes, on assure quand même la gestion du réseau ici sur le territoire nord de plus de 1100 km. Désormais autoroutier aussi, puisque nous avons 47 km de Vendenheim à Lauterbourg, la 35, y compris les parkings de covoiturage. Et de cela, bien sûr, est attenant le patrimoine des dépendances vertes, puisqu'on a plus de 10 millions de mètres carrés d'accotements qui comportent aujourd'hui plus de 11 500 arbres. Ce patrimoine est bien sûr indissociable puisque la gestion des mobilités des routes est liée au domaine public et doit donc concilier la préservation et la sécurité des déplacements. À ce titre, on peut aussi parler du réseau cyclable du territoire nord puisqu'il comporte aujourd'hui près de 400 km de linéaires dont un maillage très important en forêt d'exception de Haguenau, permettant ainsi de découvrir toutes ces richesses, ces arbres remarquables et qui peuvent aussi être une alternative pour aller travailler. Un nouveau dispositif que nous avons aussi mis en œuvre, c'est en faveur des paysages alsaciens, c'est à travers le dispositif Plan Forêt d'avenir d'Alsace, qui prévoit un soutien financier aux communes forestières et aux syndicats intercommunaux de gestion forestière. Ce programme a été voté pour 3 ans et pour un montant d'1 million d'euros. Là, il s'agit d'aider les communes forestières qui font face au dépérissement forestier lié au changement climatique. Et souvent, les communes sont vraiment en grande difficulté pour le financement. Donc, nous leur apportons un soutien considérable. Aujourd'hui, donc à ce jour, à l'échelle de l'Alsace, nous avons 64 communes qui ont déjà déposé des dossiers pour un montant de plus de 700 000 euros, et ce qui correspond à 82 000 plants d'arbres qui seront donc replantés sur 200 hectares. Nous avons aussi, dans le cadre de un arbre, une naissance. C'est vrai que quand le carnet de naissance de l'enfant, donc on offre à chaque famille un arbre lors de la naissance. Nous continuons aussi, on avait avec la Fédération des producteurs de fruits, l'association fruitière, à subventionner l'achat d'arbres fruitiers. Mais il faut passer à travers l'association de votre secteur. Alors je termine aussi par l'habitat, puisqu'aujourd'hui l'habitat est un enjeu aussi très fort. Il s'agit de résorber aussi les inégalités d'accès au logement dans de nombreux territoires et trouver des réponses pour le maintien notamment des logements des ménages touchés aujourd'hui par la grande précarité, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment ces enjeux de sobriété qui sont importants, se déplacer, se nourrir, se loger, se former, mais aussi avoir un emploi. Et aujourd'hui, par rapport à la production des logements, donc visant toujours à faciliter le parcours résidentiel, d'avoir un logement pour tous. Et nos enjeux de demain sont au niveau des communes, des communautés de communes, des territoires, c'est d'accompagner les territoires dans la création des réseaux de chaleur pour justement permettre aussi la baisse des factures d'énergie. En ce qui concerne le patrimoine alsacien, c'est aussi les maisons alsaciennes du XXIe siècle. Là, nous continuons aussi sous forme de développement durable. C'est vraiment un vecteur d'attractivité de notre territoire. Voilà, je m'arrêterai là parce que la liste serait encore longue. Mais en tout cas, je voulais vous assurer de notre soutien à vos côtés sur ces questions de l'écologie, qu'ensemble, nous allons travailler sur notre territoire. Et je voudrais vous féliciter encore pour ce bel événement. Et je vous souhaite à toutes et à tous de belles rencontres autour de l'écologie et vous souhaiter un très bon week-end. Merci pour votre attention. J'invite Claude Kern, qui représente la région. Marie-Odile, merci déjà pour l'invitation. Monsieur le maire, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, je vais m'associer naturellement aux salutations qui ont été présentées. Tout d'abord, félicitations d'organiser ce type de manifestation. Je pense que vous êtes tout à fait, comme on dit, dans l'air du temps en organisant de telles manifestations. On parle beaucoup des enjeux majeurs, le changement climatique, la transition écologique. Effectivement, ce sont des points qui sont également à l'ordre du jour régulièrement au niveau de la région. Et je voudrais en profiter pour excuser notre président Jean Rotner, retenu par ailleurs. Hier, d'ailleurs, avec Claude, nous avons adopté le nouveau plan vélo de la région
Plan vélo qui est d'une part décliné sous deux formes, une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement, ce qui est relativement rare, l'aide au fonctionnement, donc notamment à travers des plateformes. Je ne peux pas le détailler aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas en tête complètement. Il me faudrait la feuille, je ne l'ai pas sur moi, mais vous avez les plateformes multimodales naturellement au niveau des gares, des échanges, des mises à disposition de vélos également au niveau des gares, de l'aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique. Donc il y a plein de points qui existent. Et puis nous avons également adopté une feuille de route qui s'appelle la feuille de route ADAGE, ADAGE pour une alimentation durable et autonome dans notre région, et pour s'attaquer à deux enjeux majeurs. D'une part, le changement climatique. Effectivement, nous voulons absolument changer le modèle de consommation actuel qui, on le sait tous, il n'est pas viable à long terme. Donc pour ceci, il faut naturellement responsabiliser la restauration collective et la restauration collective de nos lycées pour diminuer notre empreinte carbone. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est la souveraineté alimentaire. Là, la crise actuelle montre combien il est important d'avoir des produits locaux. Des produits locaux qui doivent devenir la norme maintenant en ce qui concerne la restauration collective. Et au niveau de la région, nous sommes même allés plus loin que la loi Egalim, parce que d'ici 2030, nous allons imposer 2/3 de produits locaux, dont 1/3 de produits bio, dans toutes nos restaurations collectives. Et je pense que c'est très important parce que ça va nous permettre également d'être beaucoup moins dépendants par rapport au marché extérieur. Et ceci va nous donner à la fois une stabilisation des coûts matières et surtout un soutien également au développement de notre agriculture. Voilà, globalement, il faut aujourd'hui avoir une véritable vision de la transition écologique. Et cette véritable vision, c'est pour moi une transition écologique que l'on explique, qu'on accompagne sans mesures punitives, mais ou déconnexion avec le terrain. Et je pense qu'ici, avec ce que vous faites, vous êtes tout à fait dans cette lignée-là. Donc bravo encore à la ville de Haguenau pour cette partie. C'est une partie pédagogique aussi, puisque vous permettez à tout le monde d'entrer directement en connexion avec la transition écologique pour leur montrer que ce n'est pas seulement un terme, mais que c'est une réalité sur le terrain. Donc merci pour ce que vous faites et puis, comme l'a dit Isabelle, je vous souhaite également de belles rencontres lors de ces 3 journées et sachez également que la région vous accompagne et continuera de vous accompagner. Merci. Alors, merci à Isabelle Dolinger, à Claude Kern et à Claude Sturny pour votre soutien et votre présence aussi ce soir. Voilà, un grand merci. On sait bien que sans votre aide, ces événements sont difficiles. Je me permets de rectifier quelque chose qu'a dit Claude Sturny, notre maire. Je voudrais associer à ce projet des rencontres de l'écologie optimiste et de façon plus générale tout ce que l'on fait en matière d'écologie sur le territoire. Je voudrais y associer tous mes collègues élus parce qu'on est une équipe et on a ça dans nos tripes et bien sûr aussi les services et notamment notre chef de projet Marguerite Young. C'est un gros travail d'équipe et voilà, finalement j'ai pas beaucoup de mérite, c'est eux qui l'ont parce que c'est le travail d'équipe. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Souvent, j'entends « cela sert à rien, ça sert à rien, on est mal fichu, on va droit au mur, nos actions sont inutiles ». Tant que le monde économique n'agit pas davantage, donc on en fait beaucoup, on dit le monde économique pollue beaucoup plus que nous citoyens, on n'y peut rien. Et ne parlons pas des autres pays à l'international, les Chinois, il va rien se passer, on va droit dans le mur. Et en fait, on est là pour dire ça, non, c'est pas vrai. Si on se retrousse tous les manches, on peut y arriver et on va y arriver. Donc ce côté optimiste, je voulais juste le partager avec vous.
Ce soir, on est plus là pour parler d'économie, puisque le thème, c'est l'économie, un accélérateur de la transition écologique. C'est-à-dire, on va plus loin que ce que l'on pense, que l'économie traîne un petit peu. Non, non, au contraire, c'est un accélérateur. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important et peut-être qui va à contre-courant de ce qu'on peut imaginer. Dans les entreprises, les plans stratégiques et les actions sont nombreuses et cela vient bien au-delà des seules politiques RSE. Ce soir, ces rencontres de l'écologie optimiste, c'est pour tout le monde, pour le monde économique. Et ce soir, je pense que le plus important, c'est que l'on échange ensemble sur le sujet. Alors peut-être, pourquoi avoir choisi ce mot? Déjà, rencontre de l'écologie optimiste, on m'a dit c'est un peu long, voilà. Mais en fait, rencontre, parce qu'il y a l'humain, l'écologie, il faut dire de quoi on parle, et l'optimisme, parce que c'est notre essence et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Alors l'optimisme, c'est dans le sens, je voudrais citer Michel Serres qui dit l'optimisme de combat. C'est pas un optimisme bienveillant, béat, où on dit non, il suffit d'y croire. Non, c'est plus profond, c'est un optimisme de combat. J'aimerais que, après cette conférence, vous ressortiez déterminés pour agir, mobilisés pour plein de pistes, que ce soit au niveau territorial et au niveau mondial. Il faut de l'ambition sur le sujet. Je vous propose comme mode opératoire pour la Convention un échange avec nos 3 intervenants et après vous pourrez rebondir sur les questions. Je me permets de les présenter, mais ils se présenteront mieux que moi, mais pour vous donner le ton de la soirée. Alors tout d'abord, Dimitri Carbonel est président de l'Ivosphère et il conseille les entreprises dans leur transition écologique avec un focus sur l'innovation durable et les nouvelles technologies. Il est aussi un shifter. C'est pas grave si vous ne savez pas ce que c'est qu'un shifter, il va vous l'expliquer. Donc c'est un shifter actif et il est intervenu sur la loi climat et résilience avec Jean-Marc Jancovici au Sénat et c'est un conférencier sur le thème du climat. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle 2050, crash ou renaissance. Il est optimiste à la fin. Voilà. De Guy en termes de sous-titres. Notre deuxième intervenant, Nicolas Sabatier, que j'invite à venir, qui est entrepreneur et cofondateur de Time for the Planet. Time for the Planet est la première entreprise à but non lucratif. Il va vous expliquer ça. Ça surprend quand on l'entend, mais tout est résumé dans à but non lucratif. Rassembler des particuliers, des entreprises, des organisations publiques, des ONG, pour identifier et déployer des innovations nécessaires. Leur leitmotiv, donc c'est le livre de Time for the Planet qui expliquait Time for the Planet. Pisser sous la douche ne suffira pas. Je crois que le ton est donné, c'est sérieux et punchy à la fois. Voilà, donc Nicolas va nous présenter Time for the Planet et Élise Amendoléa, que j'invite à aller sur scène, est chargée de projet RSE à Strasbourg à Initiative Durable. C'est un réseau alsacien qui fédère les organisations et les territoires qui ont tous une bonne raison d'agir. Économie, fonctionnalité, économie industrielle, territoire. Élise va nous expliquer, ça bouge à côté de chez nous. Je sens que vous avez envie et qu'il vous inspire. Et je vous propose de démarrer les échanges directement avec Adeline Schwender qui va animer cette soirée débat. Merci à vous. C'est lancé. Merci pour la... On attend que la technique soit... C'est bon? Ah, ça y est, le dieu de la technique est avec nous. Merci à tous pour votre présence ce soir. Donc, comme le disait Marie-Odile, on espère que vous allez repartir déterminés et motivés, inspirés, pour faire votre part là où vous en êtes, quelle que soit l'étape du chemin dans laquelle vous en êtes à l'heure actuelle, d'aller plus loin pour qu'on y aille tous ensemble pour construire la résilience des territoires.
Donc ce soir, focus sur les leviers entrepreneuriaux. Donc l'entreprise en tant qu'accélérateur de la transition écologique. 3 intervenants passionnants. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu en avant-première voilà à peu près la teneur et ça va vraiment être parfait, voilà, en toute objectivité évidemment. Alors, donc, je vais vous proposer déjà, pour faire mieux connaissance avec nos intervenants, de leur passer la parole à chaque fois pour 2 questions, pour qu'ils expliquent un petit peu voilà, le cœur du message qu'ils souhaitent vous transmettre ce soir. Ensuite, effectivement, on aura des questions un petit peu plus d'approfondissement. Et j'ai envie assez rapidement, si vous le souhaitez évidemment, de pouvoir vous passer la parole pour que vous puissiez aussi les interpeller directement et leur poser vos propres questions pour voir voilà, comment est-ce qu'ils peuvent enrichir aussi vos parcours et vos réflexions. J'ai envie de vous proposer de commencer par Nicolas Sabatier. Donc, l'enjeu global de Time for the Planet, c'est de lutter contre le dérèglement climatique. Dans l'absolu, vous auriez pu le faire de plein de manières différentes. Vous auriez pu, je ne sais pas moi, créer un parti, créer une école, une université. Vous avez choisi l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est ce qu'on sait faire. De la bande qui a créé Time for the Planet, on est créateur d'entreprises. On en a créé une quinzaine en 12 ans, à nous 6. Alors pas forcément tout le temps ensemble. Et ce qu'on a remarqué, c'est que à partir du moment où on crée quelque chose, ce quelque chose a une réalité et peut avoir une empreinte positive ou négative. Mais tant que les idées restent dans les têtes, ça sert pas à grand chose. Et quand on a découvert il y a 4 ans ce que c'était que le dérèglement climatique, quelque chose de absolument terrifiant, en fait, les scientifiques nous disent qu'on a besoin de changements en termes de gouvernance, en termes de sobriété et en termes d'innovation. Et comme nous, on connaissait bien les gens du monde de l'innovation, c'est-à-dire des gens qui ont des nouvelles idées. L'innovation, c'est pas un synonyme de technologie. Et donc, ces personnes qui ont des nouvelles idées, en règle générale, ils savent pas du tout comment les mettre en œuvre. Et donc, on s'est dit, waouh, si les scientifiques du monde entier comptent sur eux pour nous trouver des solutions, c'est chaud. Donc, en fait, on s'est donné pour mission, avec cette expérience entrepreneuriale, de les détecter, de les trouver, ces personnes-là. Et sincèrement, c'est pas une caricature, il y en a vraiment qui travaillent dans des garages ou dans des hangars depuis des années. Et ils ne savent tellement pas comment fonctionne le monde économique que ça pourrait durer à l'infini comme ça et ça servirait à rien. Donc on les trouve dans leur garage. Je caricature un peu, ils sont pas tous dans des garages quand même. Mais on les trouve et ensuite on les transforme on les diffuse mondialement, leurs innovations, en faisant 2 choses. La première, c'est qu'on les transforme en entreprise. On leur apporte un créateur ou une créatrice d'entreprise confirmé, quelqu'un qui l'a déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à l'innovateur à devenir créateur d'entreprise, à devenir entrepreneur. On l'associe à quelqu'un. Et ensuite, on va apporter de l'argent, beaucoup d'argent, pour doper la création de cette entreprise. Habituellement, pour recruter des gens, on attend d'avoir un petit modèle économique, etc., qui arrive lentement dans le temps. Si je mets 1 milliard d'euros dans la poche d'une entreprise quand elle est au tout début de son expérimentation, elle peut recruter une équipe, elle peut se développer plus vite. Donc c'est ça la mission de Time for the Planet. Et pourquoi on doit créer des entreprises ? 1, parce que au moins elles ont une réalité, comme je disais au début. Et 2, si on fait des entreprises qui sont florissantes et qui cartonnent, il y a des gens qui vont vouloir les copier. Et ça tombe bien, vu que c'est des innovations pour sauver l'humanité et la biodiversité. Donc plus on arrive à créer d'entreprises qui donnent envie à d'autres d'être copiées, plus on va réussir. Pourquoi on en est absolument sûr ? C'est que on a tous, je sais pas, mais on a souvent eu cette petite idée de créer une entreprise, etc. Et donc pour augmenter les chances de succès, on va donner le droit gratuitement à n'importe qui de nous copier. On va donner l'innovation. Tout simplement avec un contrat. Et c'est pour ça qu'on fait Time for the Planet. Et vous avez donc du coup écrit un manifeste, Marie-Odile en parlait tout à l'heure, pisser sous la douche ne suffira pas. Est-ce que vous pouvez nous résumer globalement le propos ou le postulat de Time ? Bien sûr. Alors, effectivement, c'est un petit peu provoque comme titre. Faut pas nous en vouloir. On est quand même des gens très sérieux, mais dans la vie, on aime bien rire et on aime bien faire sourire les gens. Ce qui nous arrive est absolument terrifiant. Si vous soulevez le tapis, vous verrez par vous-même. C'est pas mon rôle ce soir de m'occuper de ça, mais ça fait peur. Et donc, on s'est dit que déjà, c'était intéressant, quitte à aller vers on ne sait pas quoi et pour peut-être quelque chose de terrifiant, autant y aller aussi en se marrant. Parce que la route, elle est encore longue, il faut positiver. Et donc déjà, c'est pour expliquer la tonalité.
Ensuite, ce que ça signifie, c'est que oui, il faut faire des efforts individuels, et Marie-Odile en a parlé tout à l'heure, mais il faut faire attention à ce triangle de l'inaction. Si j'attends que l'autre fasse mieux, moi je commence pas, et ça c'est la catastrophe. Donc oui, il faut faire des actions individuelles, mais il faut aussi être conscient que les échelles du problème sont absolument gigantesques, et que si on compte que sur nos petits efforts individuels, ça suffira pas non plus. Donc il faut faire les deux. Et donc, finalement, c'est aussi une réponse Time for the Planet à votre action individuelle, à notre action individuelle. Une fois qu'on a réduit tout ce qu'on pouvait réduire, on se sent un peu impuissant. On regarde autour de nous, ça continue de se réchauffer, de se dérégler, et là, ça fait peur. Donc, une de nos clés, c'était de se dire, il faut que Time soit un outil citoyen dans lequel tout le monde peut faire partie, complémentaire à l'action individuelle. On va aller chercher des innovations et aller s'intégrer dans l'industrie, des endroits où moi, simple citoyen, je ne peux pas agir. Donc c'est complémentaire. Et pour les entreprises, pour les collectivités, c'est la même chose. Vous êtes les bienvenus dans Time for the Planet. Et c'est une façon de contribuer à cette fameuse neutralité mondiale qu'on va arriver. C'est-à-dire que même vous, en tant qu'entreprise ou collectivité, une fois que vous avez tout réduit, vous êtes géniaux, vous avez quand même une empreinte. Et le truc que vous pouvez faire en plus, c'est aider d'autres entreprises et d'autres collectivités à réduire leur propre empreinte. C'est ça qu'on appelle la contribution à la neutralité carbone. Est-ce qu'il y a déjà des gens dans la salle qui ont contribué financièrement, par exemple, sur Time ? Ah, c'est intéressant. On espère que du coup, en ressortant, peut-être que ça vous donnera envie aussi d'agir à votre niveau, y compris en utilisant le pouvoir de l'argent. Voilà, puisque du coup, un argent placé en banque, on ne sait pas forcément ce que ça donne, mais un argent placé à Time, ça devient un fonds d'investissement citoyen et ça nous permet d'agir concrètement vers le monde durable qu'on souhaite créer. Merci Nicolas. Maintenant, je vous propose de découvrir donc Élise Amendola d'Initiative Durable, donc là qui est vraiment aujourd'hui porte-parole du réseau, puisque nous avons la chance d'avoir en Alsace, un réseau autour globalement des dynamiques développement durable, RSE, transition. Voilà, Marie-Odile l'a dit, il n'y a pas vraiment de mots, uniques pour pouvoir parler de tout ça, mais la construction d'un monde durable, avec énormément d'offres et de possibilités pour les entreprises, les organisations, les territoires, les filières qui le souhaitent, de participer à leur niveau et de pouvoir justement être aidés. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est concrètement par exemple une entreprise, comment est-ce qu'elle peut faire appel à Initiative Durable et pour y chercher quoi ? Déjà avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler qu'Initiative Durable, c'est une association qui a été créée en 2004. Du coup, ça fait déjà un petit temps. Notre mission principale, comme l'a dit Adeline, c'est d'accompagner les territoires et les organisations dans le développement d'une économie plus responsable. Et pour ça, on a 4 grands métiers, 4 grandes expertises. La première, ça va être cette animation de réseau, puisqu'on est plusieurs réseaux finalement. Un réseau RSE, un réseau d'économie de la fonctionnalité, que je pourrais développer un peu plus tard. Un réseau aussi de l'économie circulaire. Notre deuxième métier, ça va être d'accompagner les organisations dans leur première démarche RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale et environnementale en entreprise pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et je crois que j'en suis à la troisième, c'est d'accompagner les territoires, notamment à travers l'EIT, qui est l'écologie industrielle territoriale. Pour donner un exemple concret, ça va être, par exemple, on anime tout un réseau sur le port de Strasbourg actuellement, qui s'est aussi développé dans l'écoparc un peu plus loin en Alsace. Et enfin, notre dernière expertise, c'est la promotion de l'économie responsable. Et pour ce faire, on organise chaque année le Forum du développement durable qui réunit aujourd'hui 1 millier de personnes environ sur différentes thématiques. Auquel on peut également voir les résultats des lauréats des trophées RSE Grand Est, auxquels j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Donc on a la chance d'avoir un réseau de montée en compétences vraiment structuré en tant que tel en Alsace, qui permet donc aux entreprises et aux organisations d'aller plus loin sur ces sujets, avec une particularité aussi, je trouve, en tout cas, on parle beaucoup de l'accompagnement des entreprises, mais vous accompagnez aussi les territoires. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi de voir finalement comment est-ce qu'on fait pour se regrouper, pour coopérer,
pour finalement ensemble organiser cette transition écologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des histoires peut-être ou des anecdotes de comment un territoire peut se saisir de la transition écologique? Ouais, très bien. Je vais reprendre mon exemple sur le port de Strasbourg. Il y a quelques années, Initiative Durable, accompagnée d'un bureau d'études, a fait des entretiens individuels sur les différentes entreprises qui étaient présentes sur le port, notamment pour essayer de cibler toutes les pertes de l'énergie fatale. Alors l'énergie fatale, c'est l'énergie qui n'est pas restituée dans le milieu de production et qui est du coup perdue alors qu'elle pourrait être réutilisée. À la suite de cette première synergie, un groupement d'entreprises a finalement pris part à ce projet-là et en a fait une propre initiative. Aujourd'hui, il me semble que les chiffres, c'est plus de 1000 tonnes épargnées de CO2 par an, ce qui est assez impressionnant. Et surtout, et ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, le port de Strasbourg souhaite irriguer cette énergie récupérée au niveau des habitations et des personnes proches de la zone industrielle. Donc voilà un exemple concret qui fonctionne très bien et qui finalement n'est plus qui n'est plus rattaché à notre réseau ou même à notre expertise, mais vraiment à l'expertise des entreprises. Et c'est ça aussi qui est important dans notre réseau. Le slogan d'Initiative Durable, on va dire sa raison d'être, c'est tous une bonne raison d'agir. Ça veut dire que vous soyez une petite PME, une grande entreprise dans le milieu agricole ou dans le milieu du numérique, il y a toujours un moment, un besoin et une possibilité d'avoir un impact positif sur la société et surtout sur votre territoire. Merci. Je donne la parole maintenant à Dimitri Carbonel. Donc, on a la chance, en fait, vous l'avez vu, d'avoir des écrivains en plus à notre table ce soir. Donc après, vous pourrez poursuivre cette rencontre en lisant leurs livres au coin du feu, etc. Avec finalement un enjeu important, là je le dis sous forme de boutade, sur les livres. Mais en fait, on le voit bien, la transition écologique commence aussi par les imaginaires. On a besoin non seulement de faits, on a besoin de rapports du GIEC, etc. On a besoin de regarder la réalité en face, même si elle est terrifiante, surtout si elle est terrifiante, mais on a besoin aussi de se projeter. Si on ne veut plus ça, on veut quoi? On fait quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Et pour le coup, alors bon, vous voyez, c'est en tant que tel, c'est un projet de fond, hein. Voilà, c'est pas forcément à lire là tout de suite, voilà. Mais donc, vous avez fait tout ce travail de réussir à traduire finalement ce fameux monde d'après. Donc, qu'est-ce que c'est le monde d'après? Alors effectivement, il est gros après, on n'est pas obligé de le lire en entier, et on peut le lire en diagonale. Alors effectivement, on se dit, c'est assez terrifiant quand on entend tout ce qui se passe. Il faut absolument éviter un peu ce syndrome du lapin qui voit des phares arriver devant lui et puis qui reste bloqué, puis au final qui se fait écraser, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et notamment c'est vraiment l'enjeu du livre, au-delà de atténuer notre impact, mais aussi d'être capable de s'adapter, mais aussi de créer de la résilience dans les territoires. Et les exemples que vous donnez ici sont essentiels. On en parle très peu aujourd'hui, s'adapter. Petit à petit on commence, on parle de canicule, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais on prépare assez peu. Et notamment dans le livre, c'est le dernier chapitre, c'est comment est-ce qu'un territoire, mais aussi une entreprise, des individus peuvent s'adapter. Je parle notamment d'une société boule de Guy. Alors je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant. Une société boule de Guy. Alors vous voyez bien les boules de Guy qu'on va trouver dans les arbres. Eh bien, chaque baie représente un territoire. Les relations qu'il y a entre les différentes baies représente en fait les relations de coopération et d'entraide entre chaque territoire. Et la branche et l'arbre en fait sont par exemple les régions ou les intercommunalités, mais surtout plutôt les régions et l'État, et qui vont avoir pour rôle d'alimenter justement ces territoires, d'alimenter en termes de compétences, en termes de financières, mais aussi en termes de pouvoir de décision, parce que la résilience, en réalité, ne viendra pas vraiment de l'État en partie, mais pas tant que ça, mais beaucoup plus des territoires. Prenons un exemple tout simple. Imaginons que nous n'ayons pas une, mais 2, 5, 10 vallées de la Roya, inondations de la vallée de la Roya. Eh bien, évidemment, un État va peut-être pouvoir au début voler au secours de quelques territoires, mais ça va être compliqué d'aller au-delà.
Donc les territoires ont l'absolue nécessité d'avoir, je dirais, une sorte de créer un filet de sécurité. Mais aujourd'hui, les ressources pour un territoire, pour parvenir à créer ce filet de sécurité, il est insuffisant. Je ne vais pas rentrer sur la taxe d'habitation qui a été retirée de la part des collectivités, il y a plein d'autres choses. Beaucoup de pouvoir a été centralisé. L'objectif, c'est vraiment de changer de centre. C'est que le centre ne soit plus le branche et l'arbre comme il est aujourd'hui, mais de redonner vraiment, entre guillemets, que le centre devienne les territoires. Justement pour acquérir ce filet de sécurité et donc notamment savoir pas une totale autonomie, mais d'avoir un minimum d'autonomie en termes, parce que c'est complètement cohérent avec notamment ce qu'avait dit Marie-Odile, avec ce qu'avait dit Monsieur le maire en termes d'alimentation, en termes de transport, en termes d'énergie, et donner les ressources donc au territoire pour ça. À la limite, une autre allégorie qu'on pourrait faire, c'est il vaut mieux entre guillemets apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner le poisson. C'est un vieux proverbe chinois. Eh bien, c'est aussi ça qu'on doit donner au territoire et leur donner la capacité d'être beaucoup plus en responsabilité, chose qu'elles veulent être. Et en plus, il y a un autre intérêt, c'est qu'elles sont beaucoup plus au courant et beaucoup plus au fait de ce dont il est nécessaire d'avoir sur le territoire, plutôt que effectivement l'État qui, entre guillemets, va dire bah oui, c'est la même chose pour toutes, c'est one size fits all. Bah non, il y a beaucoup de gaspillage en cause de ça. Évidemment, on ne parle pas d'autarcie. Non, c'est un premier niveau. Faut bien se dire, c'est un premier niveau d'autonomie. C'est pas de l'autonomie totale, c'est une forme de résilience. Et après, c'est vraiment la notion de boule de Guy. C'est que chaque territoire peut coopérer entre eux. C'est d'autant plus entre guillemets dire une totale autarcie. Si vous êtes complètement inondé, et que vous n'êtes pas capable d'avoir de la coopération avec les autres territoires, vous êtes dans une sacrée situation, qui est pas extraordinaire. Donc encore une fois, c'est pas de l'autarcie, c'est de la coopération, c'est d'avoir un premier niveau effectivement de résilience. Alors, il y a une casquette, entre guillemets, que vous avez aussi, qui est celle du Shift Project, sur lequel, finalement, ça vous a permis de développer d'autres choses qui, probablement, d'ailleurs aussi, ont beaucoup nourri toutes les réflexions sur 2050. Ce qui m'a interpellée dans votre profil, c'est le fait que vous ayez, avec le Shift, travaillé sur des amendements pour la loi climat et résilience. Spontanément, moi j'avoue, même en tant que citoyenne, quand on me dit créer une loi là-dessus, j'imagine vite des contraintes, j'imagine des choses qui vont encore créer du travail en plus et qui sont pas toujours justes. Dans quelle mesure, pour vous, la loi est vraiment un frein, du coup, pour aider les entreprises à être des accélérateurs de la transition écologique, ou est-ce que c'est une idée reçue de ma part, par exemple ? Alors la loi, c'est un moyen. Alors je vais prendre plusieurs exemples. Aujourd'hui, alors c'est des exemples tout simples, mais pour parfois peut-être pas pour créer des pistes cyclables parce qu'il n'y a pas nécessairement de loi, mais il y a pas mal d'éléments où c'est très compliqué de faire de la transition écologique, peut-être effectivement de mettre en place un certain nombre de dispositifs. Je vais prendre l'exemple de l'autoconsommation au niveau énergétique. Eh bien, lorsqu'on veut le faire au niveau local, d'une communauté, d'une ville par exemple, c'est quand même assez compliqué à faire. Donc la loi, c'est pas nécessairement créer de nouvelles lois, mais c'est aussi de les changer pour que ça soit plus simple. Et peut-être, c'est un des points moi que je mets dans les livres, c'est de dire comment on peut faire pour faciliter tout ce qui va permettre de réduire notre impact, mais aussi de s'adapter, et peut-être mettre un petit peu plus de friction, que ce soit un petit peu plus compliqué, de justement avoir des comportements qui ont un impact au final négatif pour nous. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, on peut voir au niveau de la loi, pour les entreprises, eh bien on se dit ça va être plus compliqué. On pourrait voir ça comme si une entreprise passait du 100 mètres au 110 mètres haies. Eh bien, si elle apprend aujourd'hui à faire du 110 mètres haies, eh bien, d'une certaine manière, parce que plus tard, il y aura du 110 mètres partout, voire ce sera du 120 mètres et les haies seront beaucoup plus élevées, eh bien, en apprenant dès aujourd'hui, en anticipant dès aujourd'hui, elle sera beaucoup plus à même d'être potentiellement compétitive, mais aussi, au-delà de ça, d'être pérenne. Parce que l'enjeu, on en reparlera peut-être après, c'est pas tant être capable de croître à tout prix, mais c'est que son entreprise puisse être là dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est être capable de traverser les tempêtes et aller le plus rapidement possible dans la tempête. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Peut-être qu'il faut, et en fait c'est certainement aller moins vite,
mais être beaucoup plus préparés pour traverser la tempête, espérons qu'elle ne dure pas non plus une éternité, mais et aussi de créer de la solidarité au sein du bateau, et ça se joue aussi, le bateau, c'est souvent le territoire aussi. Surtout qu'on est bien d'accord que les entreprises ne sont pas laissées seules par les pouvoirs publics face à ces responsabilités-là. On l'a vu d'ailleurs avec tous les exemples des institutionnels, qu'en fait les collectivités agissent auprès des entreprises, avec les entreprises. Ça, il y a même, je sais qu'Élise a des exemples là-dessus, sur finalement quelle peut être la place des collectivités pour finalement aider les entreprises à devenir des accélérateurs de la transition écologique. Oui, et pour ça, je vais vous donner l'exemple d'un dispositif qui a été mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg, qui s'appelle Start RSE, qui a réussi en fait à mettre à côté plusieurs partenaires de la place, comme la CCI, la CMA, la CRES, ou encore des Alsace Active et autres, pour permettre en fait d'accompagner les premiers pas des petites entreprises dans leur démarche RSE. Et pour ce faire, il y a une première sensibilisation qui est suivie d'un premier financement à la hauteur de 50% de votre investissement pour faire cette première étape dans votre démarche RSE. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que ça donne la possibilité en fait aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ni le temps de se dédier à la RSE et de faire un plan de mobilité, travailler un peu plus sur leur consommation énergétique ou encore essayer de développer la qualité de vie au travail de leurs salariés, de faire ce premier pas. Et pour vous montrer un petit peu le succès de cette initiative, j'ai quelques chiffres en tête, dans le sens où Start RSE a été lancé fin février dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 62 entreprises, associations qui ont bénéficié de ce dispositif-là. Là, l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est local, on a des chiffres, donc on sait que les entreprises ont envie d'être accélérateurs de la transition écologique, même si évidemment elles n'ont pas forcément en interne les compétences, mais que les compétences peuvent exister par ailleurs et avec le soutien des collectivités, s'intégrer justement dans le territoire. Donc on le voit bien, il y a plein de possibilités. En même temps, Nicolas l'a bien redit, un innovateur, c'est pas forcément un entrepreneur n'est pas forcément innovateur. Donc finalement, Time va jouer un peu le rôle du tricot pour pouvoir mailler tout ça. Je te vois bien en train de tricoter. Hein. Et donc du coup, vous intervenez, on va peut-être déjà reprendre là-dessus, vous intervenez sur 20 domaines pour qu'on ait tous bien les idées claires là-dessus. Sur quel domaine et sur quel levier est-ce que Time for the Planet intervient ? Oui, parce que effectivement, notre nom Planète, on se dit ok, ils font tout, et puis pareil. Tout à l'heure, il y avait on lutte contre le changement climatique. Non, on contribue à lutter contre le changement climatique. On a une toute petite fourmi, mais par contre, effectivement, on a bien borné ce qu'on faisait, parce que notre grand-mère nous a toujours dit à vouloir tout faire, on fait rien. Et donc, il y a 5 domaines dans lesquels on va agir, qui sont les 5 domaines pointés par les scientifiques comme étant les plus émetteurs au monde. Et le petit mot-clé pour retenir, c'est bâti au féminin. Donc, bâtiment, agriculture, transport, industrie, énergie. Et donc déjà, c'est que sur ces 5 verticales, tout le reste, on s'en occupe pas. Ensuite, il y a 4 leviers dans lesquels on va chercher des innovations. Les innovations qui vont amener de la sobriété, c'est-à-dire qui vont faire baisser les besoins en consommation. Ceux qui vont apporter de l'efficience, c'est-à-dire moins émettre. Ceux qui vont faire du zéro émission, une usine qui émet, elle n'émet plus. Et enfin, la captation, c'est-à-dire qu'on va venir retirer ce qui a déjà été émis. Donc ça nous donne une grille de 20 problèmes, et toutes les innovations, elles passent par ce filtre-là. Si c'est pas là-dedans, c'est pas nous qui nous en occupons. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne des pistes pour agir. Peut-être que toutes les entreprises ne vont pas travailler, ne vont pas avoir d'idées sur la captation, que sais-je, mais ça n'empêche qu'il y a plusieurs leviers et qu'il n'y a pas une solution miracle qui va permettre d'un coup de baguette magique de lutter contre le dérèglement, mais qu'il y a plein d'additions, d'initiatives qui vont permettre d'améliorer la situation. Et le GIEC l'a encore redit dans son dernier rapport, que chaque dixième de degré compte pour pouvoir éviter l'ampleur de la catastrophe. Donc on sait que ce n'est pas anecdotique ce qu'on est en train de faire. Donc là maintenant vous avez en tête à peu près la grille, ça c'est bien structuré. Maintenant moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'intéressait, mais c'est de me dire mais ça donne quoi ?
qu'est-ce que c'est par exemple une entreprise qui devient Time for the Planet? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Je crois qu'il y en a 3 pour l'instant, d'entreprises qui sont passées par ces 20 domaines, etc. etc. Oui, alors il y a même 6 votes d'investissement, donc c'est-à-dire qu'on s'est créé en fin 2019, donc 2020 ça a été l'année un peu de lancement, et la méthode de sélection des innovations, elle date de début 2021. Et en fait, en un an, on a rassemblé quelques millions d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'actionnaires, et de là, les 3 premiers investissements sont arrivés en fin 2020. Et les 3 derniers, il y a 3 semaines, donc c'est tout frais. Donc sur les 6, je vais vous en donner 2 peut-être, je sais pas, ou tu me diras si tu en veux plus. Alors il y en a un en termes de sobriété qui est assez intéressant. La logique, hein, vraiment, dites-vous, c'est par exemple, on prend une école, elle a une empreinte. On est tous d'accord, elle a des besoins et donc elle a une empreinte. Et ben c'est comment Time, dans tous les process et la chaîne logistique de cette école, elle va réduire cette empreinte. Et ben par exemple, comme il va faire de plus en plus chaud, on va avoir tendance à climatiser, à refroidir les bâtiments l'été. Et il y a des innovateurs qu'on a trouvés qui ont mis au point une sorte de climatiseur. Alors, c'est pas vraiment un climatiseur, c'est plus pour l'industrie, mais on fait l'exercice de penser, ça va s'adapter à l'école. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les climatiseurs, il y a des gaz qu'on appelle les gaz fluorés, HFC. Et en fait, ces gaz-là, ils sont 2000 à 20 000 fois plus réchauffants que le CO2. Et il y a donc des fuites régulièrement sur toutes les climatisations du monde entier, et même produire ces gaz-là est consommateur d'énergie. Et il faut vous imaginer que ça représente 2% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est quand même pas rien, 2% c'est l'équivalent du transport aérien. Tu me reprendras si je me gourre sur des chiffres, Dimitri, parce que je les connais vachement mieux que moi. Mais l'ordre de grandeur, il est là. Donc déjà, eux, ils ont inventé quelque chose qui permet de remplacer ces gaz par de l'eau en circuit fermé. Donc de l'eau, pas de problème. Alors si, c'est aussi un gaz à effet de serre, cela étant l'eau, mais il est moins problématique parce qu'il reste à peine quelques jours le temps qu'il y ait une petite pluie. Mais en tout cas, déjà, on remplace ces gaz par de l'eau. Donc plus besoin d'énergie pour les produire, plus de risque de fuite, ça c'est bien. Le deuxième effet qui se coule, on est en climatiseur, le deuxième effet, c'est qu'en fait, pour refroidir une pièce à température égale par rapport à un climatiseur classique, c'est 30% d'électricité en moins. Donc de nouveau, on vient faire baisser les consommations, ce qui est de nouveau un effet positif. Donc ça c'est bien, mais moi il fait encore chaud dans cette école. Et là, on a trouvé autre chose. On a trouvé des gens qui ont inventé une peinture qui renvoie les rayons infrarouges dans l'espace. Les rayons infrarouges, forcément, ça provoque du réchauffement. Donc le blanc, vous le savez, renvoie ça. Donc ils ont une peinture blanche et un revêtement qui permet de protéger la peinture. Et le mix de ces deux-là fait que votre toit, qui peut chauffer jusqu'à 60-65 degrés l'été, ne va chauffer que de 30-35 degrés à peu près. Donc comme il est moins chaud, il réchauffe moins ce qui est en dessous et donc on a moins besoin de refroidir ce qui est en dessous. Voilà 2 exemples pour se situer. Pour être c'est une mairie? Ce bâtiment aussi, ça pourrait être. Avec des toits blancs. Il faudrait que ce soit validé par l'ONE, le bâtiment de France. Après, c'est un choix. Soit les bâtiments de France, ils changent pas leurs règles et on a tous très chaud en ville, soit peut-être qu'il y a des règles à changer aussi à un moment. Tu as déjà bossé avec les bâtiments? Oui, mais je les connais bien, Merci pour les exemples. Tout ça, je pense que là, dans la salle, on est tous convaincus, du coup, par l'importance de travailler là-dessus. Et les entreprises qui ne le font pas encore, c'est pas qu'elles ne sont pas convaincues, mais c'est que finalement, la vie d'une entreprise, c'est aussi déjà de faire du chiffre, d'équilibrer, de conquérir un marché, de le développer, de payer les salaires, de payer les taxes, de payer les investissements. Donc, quand on est un chef d'entreprise, on pense croissance. On ne pense pas forcément tout de suite à développer des actions en faveur de la transition écologique. Donc la question que j'ai envie de te poser, Dimitri, c'est comment on fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser la croissance en étant en entreprise, en prenant en compte tous ces aspects-là? Alors, premier point, tout dépend de quoi on parle par croissance. Il y a un tweet qui m'avait beaucoup amusé de Bruno Le Maire en 2020 qui disait la croissance en 2020 est de moins 8%. Ça m'avait beaucoup amusé parce qu'effectivement une croissance de moins 8%, en général on parle de décroissance, et ça montre à quel point ce mot-là, est un peu internalisé, on ne pense même plus à évolution, etc.
D'autre part, croissance, évidemment quand on parle de croissance en termes de PIB, c'est-à-dire qu'on fabrique plus, on transporte plus et donc ça génère plus d'émissions de CO2. Donc mécaniquement, le point c'est que ça a un impact derrière, on a plus de canicules, plus d'inondations. Et puis quand on a plus de canicules, plus d'inondations, on peut moins construire. Nos usines sont par exemple potentiellement sous l'eau, donc ça signifie qu'on produit moins et donc ça fait de la décroissance. Donc il faut bien voir ce schéma-là. Premier point. Mais deuxième point, il y a une chose qui est intéressante. Juste avant, on a eu donc effectivement un événement sur comment est-ce qu'on peut faire plus de covoiturage, plus de vélos. Si on fait ça, je suis désolé, mais on fait de la décroissance parce qu'on utilise moins de carburant, potentiellement on utilise moins de véhicules. Mais pourtant, est-ce que c'est gênant ? Non. Donc la question, c'est quelle est la croissance qu'on recherche ? Et à la limite, c'est beaucoup plus ce qui va être plus important, c'est le bien-être, le service qui va être apporté. C'est le service qui va être apporté plutôt que la croissance en tant que telle. Et après, pour reprendre par rapport à ce que je disais précédemment, encore une fois, l'objectif, c'est pas une croissance à tout prix. Comme je dis, il y a deux stratégies. Soit on fonce à direct sur la tempête, et puis après derrière, le bateau, évidemment, il coule. Soit autre manière de faire, c'est anticiper ça. Et ça signifie notamment, et ça, on va prendre un exemple concret, quand on parle d'économie circulaire ou de EIT, c'est l'idée, c'est de pouvoir utiliser potentiellement soit des déchets ou des matières premières qui sont locales, plutôt qu'à l'étranger. On voit bien les problématiques aujourd'hui qu'on a en termes de semi-conducteurs qui sont certes effectivement dus donc à une forte demande en termes de semi-conducteurs, mais il faut savoir qu'en avril 2021, il y a eu une sécheresse à Taïwan qui a réduit aussi la capacité de production parce que il fallait choisir entre la production et aussi entre les agriculteurs et les différentes personnes. Donc et ça, si on conçoit ces produits, par exemple, les industriels automobiles conçoivent leurs produits en se disant tiens, il faut que je sois capable à un moment ou à un autre de récupérer les vieux véhicules pour récupérer potentiellement des semi-conducteurs et les remettre dans de nouveaux véhicules. Bien à ce moment-là, on est beaucoup moins tributaire et moins dépendant de l'extérieur. Alors je dis pas que ça se fait en un cas tout de suite, et je dis pas qu'on va pouvoir faire changer toute la production, mais les entreprises peuvent d'ores et déjà commencer à intégrer ces éléments-là, à avoir une partie qui est dans le domaine de l'économie circulaire, et pour être moins dépendants. Peut-être ça leur coûtera plus cher au début, et après ils vont à fur et à mesure avoir une courbe d'expérience qui va augmenter. Ils vont être de plus en plus familiers, et au moins, s'ils ont plus de semi-conducteurs, potentiellement, ils peuvent comme avoir une activité de par ailleurs. Merci. Et ça demande du coup d'inventer de nouveaux indicateurs. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, je recherche l'indicateur à time. Comment ça s'appelle qui vous dividende climat. Voilà, merci. Tu peux nous réexpliquer parce que du coup, vous avez inventé un indicateur pour ne pas tout passer juste au prisme du PIB, quoi, en gros. Non. Alors c'est pas du tout sa mission. Je suis désolé, mais. Je sais que c'est pas agréable en public, mais non, c'est pas, y a pas de lien. En fait, le dividende climat, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui de base était juste interne chez nous. C'est-à-dire que, on l'a dit, Time for the Planet est une société à mission, faire réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc on est non lucratif. C'est-à-dire que l'argent qu'on va générer, tout le bénéfice qui va être brassé, il va repartir toujours dans l'investissement. Au début, on nous disait c'est pas possible, vous trouverez jamais des gens qui vont investir s'il n'y a pas un retour financier. Comme on a 56 000 actionnaires aujourd'hui, je vous assure que ça fait longtemps qu'on nous pose plus cette question. Non, les gens ne sont pas motivés que par l'argent, et heureusement, c'est un motif d'espoir quand même. Donc, à partir de là, on se disait, quand même, leur argent, il les sert à décarboner, il faut qu'on soit en mesure de leur prouver que ça décarbone. Donc, tous les ans, on va mesurer ces innovations, ce qu'elles sont capables de réduire, d'économiser ou de capter. Donc ça, c'est pas des termes que j'invente, c'est dans tous les standards de mesure carbone. Donc tout ce qu'elle permet de réduire, mesurer et capter, de le transformer en équivalent CO2, et au prorata de notre actionnaire de leur dire tiens, ton argent cette année il a permis ça, la fameuse contribution à la neutralité mondiale. Et donc au début c'était juste une mesure interne chez nous. D'ailleurs vous le verrez si vous lisez le livre, ça s'appelle, vous le trouverez pas dividende climat, ça s'appelle TRP, le taux de retour pour la planète. Un petit clin d'œil au TRI. Et donc le taux de retour pour la planète est devenu le dividende climat. Pourquoi ? Quand on allait voir les entreprises en leur disant est-ce que vous voulez investir dans Time for the Planet, parce qu'auprès des entreprises on va aller chercher, et des collectivités, j'en profite, on va aller chercher des millions d'euros parce qu'ils ont un peu plus de moyens que les citoyens, et ils nous disaient tous oui très bien, mais j'en fais quoi dans mon bilan carbone ? Est-ce que je peux compenser mon propre bilan carbone ?
Or, non, l'ADEME l'a dit, on ne peut pas compenser son propre bilan carbone. On va devoir faire un pot commun. Et donc, on était un peu coincés parce que visiblement, ça allait bloquer pour l'investissement. Donc, on allait regarder qu'est-ce qui favorise le financement de la décarbonation dans tous les outils financiers qui existent dans le monde. Et en fait, rien. Alors, je vous jure, je ne provoque pas quand je dis ça, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure officielle où tout le monde peut comparer ses investissements financiers. Pour essayer de l'illustrer, vous savez tous qu'on peut planter des arbres. Et ça génère des crédits carbone et on peut le mettre dans son bilan carbone. Donc quand on est client d'une entreprise qui décarbone, on peut dire « regardez, je décarbone ». Mais quand on est investisseur d'une entreprise qui plante des arbres, c'est que négatif sur son bilan carbone. Parce que cette entreprise qui plante des arbres, elle a des véhicules, elle a des ordinateurs, elle a des salariés, elle a une empreinte carbone. Et du coup, ça va aller venir dans l'empreinte carbone de l'investisseur, de l'entreprise qui a voulu créer cette entreprise qui plante des arbres. Donc vous voyez bien qu'il n'y a rien qui est non seulement incitatif à investir dans la décarbonation, mais c'est même, on va dire, punitif. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, on va appeler l'ADEME, on va leur proposer notre TRP, on va voir ce que ça peut donner. On s'est aussi rapproché de Carbone 4, on s'est rapproché de SWIP, donc c'est des grands acteurs français de la décarbonation. Et on a inventé avec EY également des protocoles du dividende climat, donc qui est un indicateur financier lié à l'investissement. Donc quand vous possédez des actions d'une entreprise qui décarbone, on est capable de mesurer et de redistribuer aux actionnaires cette mesure-là. Et ce qui était important, pour tous ces acteurs, nous compris, c'est qu'on puisse pas faire de greenwashing, qu'on puisse pas dire « Ah, regardez, j'ai des investissements et je réduis mon empreinte ». Ça, c'est pas possible, parce qu'en fait, ça peut pas aller en réduction d'un bilan carbone. Ça va sous le tableau du bilan carbone, et c'est de dire « Ok, mes investissements, ils ont telle empreinte. Par contre, grâce à l'activité de mon investissement, on a réduit les émissions de plein d'autres acteurs qu'on ne peut pas identifier de temps. Et donc du coup, on vient de créer un outil incitatif à investir là-dedans. C'est ça le dividende climat. Et aujourd'hui, on travaille avec la Banque européenne d'investissement et la branche climat de l'ONU. Donc ce truc qui était juste un outil interne chez nous est en train de remonter très très loin. Ça existe déjà, on est en train de créer la fondation cette année pour qu'elle soit indépendante de Time for the Planet, de Carbone 4, etc., qu'elle ait vraiment sa vie à elle, et on en est là. Ça répond à ta question ? Oui, mais moi, du coup, j'ai appris plein de trucs. C'est beaucoup plus clair quand tu l'expliques. Merci. Élise, j'ai envie de te repasser la parole pour te demander, finalement, vous, quand vous accompagnez, quand vous facilitez finalement les démarches des entreprises et des organisations sur ces sujets-là, du coup, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil ? Parce qu'en fait, on le voit bien, c'est à la fois urgent, important, complexe. Vous leur dites quoi ? Je pense que le premier conseil qu'on va donner, c'est c'est pas grave si vous agissez demain. Le principal, c'est d'agir. Qu'il n'y a pas de formule magique. Chaque entreprise, comme chaque individu, est singulière et du coup aura une démarche RSE singulière. Et qu'il faut avant tout prioriser. La RSE, c'est une démarche volontaire des entreprises, ou en tout cas, surtout pour les plus petites entreprises encore à ce stade, mais c'est aussi une démarche qui va, j'ai oublié mes mots, excusez-moi, mais qui va permettre de prioriser. Tout à l'heure, tu parlais de ne pas faire la différence entre ce qu'on appelle la croissance et le développement. La RSE, ça va vraiment être un outil qui va vous permettre de faire un état des lieux complet de votre entreprise et de vos actions, que ce soit avec vos salariés, que ce soit pour votre stratégie ou pour vos parties prenantes, c'est-à-dire vos fournisseurs, vos clients, etc. Ça va vous permettre vraiment d'avoir cet état des lieux-là et de se dire, on rentre dans une démarche d'amélioration. Et là où nous, on intervient, c'est comment on va essayer de prioriser ces différents axes d'amélioration. Il n'y a pas de solution magique. Certains vont se dire, moi, je vais d'abord commencer par le pilotage de mon organisation, comment la gouvernance de mon entreprise est consolidée et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour essayer d'y intégrer la RSE. Ça va être un exemple. Un deuxième exemple, je le disais tout à l'heure, ça va être plutôt en lien avec Time for the Planet, de faire un bilan carbone et d'essayer de consolider un petit peu toutes les émissions qu'on peut avoir et quels leviers on peut essayer de mettre en place sur tel ou tel déplacement ou consommation énergétique.
Voilà. Il y a aussi peut-être, c'est là où tu voulais en venir, Adeline, c'est comment on pousse les gens à agir, tout simplement, un petit peu comme ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est en les informant, en les sensibilisant et puis en les formant. J'ai un exemple là récemment d'un de nos adhérents qui fait de la recherche contre le cancer, qui est plutôt déjà son action est du coup au cœur de l'intérêt général pour tous et au niveau mondial, qui a décidé, en tout cas le dirigeant a décidé de former tous leurs salariés, donc ils sont aujourd'hui 170, à avoir une formation sur la RSE, sur le développement durable, sur les causes, les états et comment on fait pour agir. C'est intéressant ici parce que ça vient du dirigeant, ça vient pas de la chargée de mission RSE ou de la chargée de mission QSE. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'ils ont réussi à mettre cet objectif dans l'objectif commun de l'entreprise. C'est-à-dire que à la fin de l'année, s'ils ne réussissent pas à atteindre cet objectif, il n'y aura pas de prime de fin d'année. Donc ce qui fait un moteur à la fois financier, un moteur d'engagement. Et aujourd'hui, du coup, on les accompagne dans cette démarche et c'est vraiment, ça fonctionne très bien, en tout cas. On a de très bons retours. Et voilà, du coup, c'était un exemple assez probant, pratico-pratique que tout le monde peut avoir en tête et qui permet vraiment de changer d'état d'esprit et de susciter aussi fierté qu'on peut avoir pour son entreprise parce que du coup, on est un peu plus au fait des actions qu'elle est déjà en train de mener. Et puis surtout pour l'équipe de pilotage RSE, ça va être aussi la possibilité d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles remontées qui va venir de salariés dont on n'avait pas forcément conscience ou qu'on n'aurait pas pensé qu'ils avaient. Et donc intégrer ça directement dans les indicateurs et dans les primes, c'est aussi un levier pour accélérer la transition écologique au sein de sa propre organisation. Je vais vous proposer de poser une dernière question à Dimitri parce que ce sujet finalement de la mobilisation des salariés est ultra stratégique puisque une entreprise c'est pas que le dirigeant. Mais pendant ce temps-là, j'ai aussi envie de vous inviter à réfléchir aux questions que vous souhaitez poser aux différents intervenants et intervenantes pour après pouvoir vous passer la parole et enclencher cette dernière phase de la conférence débat. Parce qu'en préparant, tu me disais que toi, il y avait quelque chose sur lequel tu étais attentif, c'était finalement ouvrir aussi un peu le champ des possibles et faire comprendre aux gens qu'il y avait plein de groupes, d'organisations qui existaient déjà pour, quand on était un salarié dans une entreprise, être aussi accélérateur de la transition écologique. Oui, je pense, il y a un point, parce que c'est vrai que parfois on se pose la question en termes d'individus, ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, on peut le faire à titre privé, mais dans son entreprise, il y a des organisations, notamment ça s'appelle les collectifs, qui regroupent des associations au sein des entreprises qui sont associées. Et c'est extrêmement utile parce que on ne sera pas tout seul. Il y a y compris des associations au sein d'entreprises comme Engie, Airbus, d'autres qui utilisent pas mal d'énergie carbonée, parce que ils veulent changer les choses aussi de l'intérieur. Alors je dis pas que c'est toujours évident, mais je pense que pour changer, il faut qu'il y ait des actions aussi bien donc de l'intérieur de l'entreprise ou des collectivités, bien sûr aussi des choses de l'extérieur avec des modes d'action qui sont différents. Donc ça c'est un premier exemple, c'est les collectifs. Il y en a un autre, c'est le Printemps écologique, qui est le premier éco-syndicat qui justement a pour vocation d'avoir une représentation différente pour les salariés que ce qu'on voit d'habitude, avec vraiment aussi bien sûr une attention particulière pour favoriser tout ce qui est mobilité douce, donc notamment ça peut être le covoiturage d'un côté, mais aussi tout ce qui est vélo, mais aussi à l'intérieur. C'est tout simple, lorsque par exemple on est dans une entreprise et que les commerciaux, c'est celui qui a la plus grosse voiture qui est le mieux valorisé, peut-être qu'effectivement en poussant d'autres modes de gratification, c'est une chose, mais aussi on parle de rénovation thermique, de tous ces éléments-là, et en fait, aussi bien les salariés, mais aussi à travers les représentants, donc ça peut être syndicats ou les collectifs, etc., ça peut faire bouger les choses de l'intérieur et changer bien sûr la manière de faire au sein de l'entreprise, qui aussi de l'autre côté se rend compte que ses clients aussi lui demandent de changer, la législation lui demande de changer, et en fait, au sein des entreprises, partout, il se rend compte de l'importance de pouvoir transformer les choses, potentiellement aussi son modèle économique. Et cette entreprise est en lien aussi avec l'individu, avec la loi. Et en fait, on voit que c'est une sorte de trinôme
que l'on a et qu'il faut en fait commencer à faire tourner le cercle vertueux pour faire bouger les choses. Ça commence petit à petit à se faire, ça a pris un peu de temps. Maintenant, bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a, on parle de canicule, il y aura d'autres problématiques, on verra ce qui sera pour le gaz à la fin de l'année. Mais on se rend compte aussi qu'on a un petit peu le couteau sous la gorge, ça commence un petit peu à saigner et qu'il faut commencer un petit peu à se bouger. Donc c'est un autre, effectivement, motivation, mais tant qu'à faire, essayons d'anticiper au maximum. Donc vous êtes un salarié, vous avez envie d'être accélérateur de la transition écologique, même si le chef d'entreprise, pour l'instant, n'est pas encore mobilisé. Donc on a parlé les collectifs, pour un printemps écologique, pour un réveil écologique. Ah oui, pardon, oui, effectivement, oui. Donc par exemple pour les jeunes diplômés, il y a pour un réveil écologique qui permet d'intervenir à l'intérieur, mais aussi de voir quelles sont les entreprises qui agissent dans ce domaine-là. Il y a aussi donc parmi les shifters, donc il y a des initiatives qui s'appellent Shift Your Job. Qui justement liste un certain nombre d'entreprises qui s'engagent dans ces domaines-là, où vous pouvez trouver facilement donc un travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est normal, qui se posent des questions, ils se disent bah oui mais bon moi mon boulot n'a plus trop de sens, alors je vais pas donner d'exemple ici, mais elle n'a plus trop de sens, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien au moins là vous pouvez, il y a Shift Your Job, mais il y a plein d'autres choses, mais ça vous permet de dire bah tiens, au moins je vais regarder ce qui se passe ailleurs, peut-être que moi mes compétences je peux les utiliser justement plutôt pour dans le domaine environnemental, réduire l'impact carbone, etc. Et encore une fois, ce qu'il faut surtout dire, évidemment on se dit bah oui il y a le climat, on n'arrivera jamais. Non, déjà on peut faire des choses au niveau local, au niveau du territoire, qui ont des impacts directs. Et c'est pas d'ailleurs uniquement le climat, c'est aussi la biodiversité, c'est potentiellement, j'ai très intéressé, bon, elle est partie, mais subventionner par exemple ou donner un coup de main pour acheter par exemple des arbres fruitiers, ça paraît tout bête, mais je sais que dans une mairie à Los Angeles, ils ont des arbres fruitiers et les personnes donc prennent les fruits, font des confitures et se partagent des confitures. Ça paraît anecdotique, mais ça crée du lien. Et il y a plein de petites choses comme ça qui créent du lien entre chacun et ça c'est essentiel. Ça crée du lien, ça donne du sens. Et Élise, tu me disais en préparant que c'était aussi un vrai enjeu pour les entreprises en termes d'attractivité des des compétences. Oui, c'est vrai que la majeure partie, en tout cas, des entreprises que j'accompagne actuellement ont aussi un problème d'attractivité. Et notamment envers les jeunes. On sait aujourd'hui que, je pense que mon chiffre a dû changer, mais que la génération X et Y et Z, excusez-moi, va regarder à 75% si l'entreprise a une démarche RSE ou pas. Ce qui est quand même assez significatif. Du coup, il y a ce premier volet-là, c'est cette génération YZ. Le deuxième volet, ça va être comment on va réussir à transmettre en fait les savoirs qui sont internes à l'entreprise, qui aujourd'hui ne sont pas renouvelés par la nouvelle génération. Les entreprises alsaciennes industrielles qui continuent à faire de la production ont de plus en plus de mal à recruter et à transmettre ces savoirs-là. Du coup, comment ils vont attirer des nouveaux talents, comment ils vont essayer de... Voilà, ça fait partie aussi de leur démarche, c'est essentiel, c'est vraiment la politique RH de l'entreprise. Merci. Voilà pour ce premier tour, qui n'est que le premier, puisque maintenant on attend aussi vos remarques, vos questionnements, vos envies d'approfondissement. Qui a envie de se lancer pour la première question? C'est la première la plus difficile. Ah, mais non, parfait, c'est magnifique. Alors, j'ai vu une main se lever tout au bout. Oui, madame? Oui. Bon, je vais commencer par Shifter. Alors, Shifter, c'est une association, enfin c'est une équipe, une association de bénévoles qui soutient le Shift Project, en fait, qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Le Shift Project a vraiment pour ambition de donner tous les outils, les moyens et aussi d'influencer pour réduire notre impact carbone et aussi trouver des solutions pour s'adapter. Il y a notamment ce qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, pour les intimes ça s'appelle le PTEF, qui a été pas mal commenté et même médiatisé justement avec cette approche qui est peut-être différent par rapport au GIEC. Au GIEC, malgré tout, c'est un peu aride quand vous le voyez, puis vous avez du mal à vous transposer sur moi dans mon entreprise, en quoi ça va changer.
Eh bien, avec le plan de transformation de l'économie française ou le PTEF, il y a on voit par industrie, pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour le logement, etc., comment on peut faire. Et en fait, Shifter, parce que là je suis en train de faire une petite digression, mais le Shifter, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi un festival de cinéma, il y a aussi des nouvelles, il y a des événements, il y a énormément d'initiatives. Et si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous regardez sur Internet, vous mettez initiative Shifter. Il y a un groupe local aussi qui se trouve plusieurs en Alsace, il y en a un notamment à Strasbourg. C'est très simple, je pense que vous pouvez y adhérer. Vous pouvez même proposer vos propres initiatives. Et encore, c'est ce mouvement-là qui vient aussi, c'est un peu du bottom-up, qui fait changer les choses et on voit qu'on peut transformer les choses aussi sur le terrain, quoi. Non, on n'a pas pour l'instant. On est au tout début de l'Aventure Time. Ça fait un tout petit peu plus d'1 an qu'on commence à évaluer, mais ça pourrait, parce que ça permet là encore de faire un tampon thermique et donc d'avoir moins besoin de chauffer l'hiver et moins besoin de refroidir l'été. Si vous avez une entreprise, une innovation à proposer, c'est le moment. Alors, il y avait déjà des prises de parole ici. Oui, et puis ensuite, monsieur. Vas-y, Frédéric. Alors, peut-être un point, parce que c'est vraiment le cœur notamment du livre ici. Les collectivités ont un rôle fondamental parce qu'ils représentent le territoire. Et donc, c'est la capacité des territoires de mettre en lien des acteurs qui parfois ne se parlent jamais. Ça peut être des entreprises, mais ça peut être une association, une entreprise, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. La capacité, par exemple, d'un territoire au départ, c'est de trouver des liens entre les différentes entités, mais aussi de pouvoir mutualiser les ressources. Par exemple, c'est un exemple tout simple. On a parlé, par exemple, de covoiturage ici. Pour l'instant, ça se fait au niveau d'une entreprise. Il y a quelques entreprises qui ont dit, tiens, ce serait peut-être pas mal qu'on commence à le faire entre nous. Et puis après, derrière, il y a, tiens, on pourrait le faire avec des collectivités, etc., etc. Et donc, et de la même manière pour pas mal d'autres sujets. Donc la collectivité a un rôle essentiel pour créer du lien qui ne sont pas toujours évidents entre les acteurs qui sont un peu dans leur ligne, dans leur voie avec leurs œillères, d'ouvrir un peu les chakras de chacun, et puis aussi de mettre en place. Alors, je pense que ça peut pas nécessairement faire que par les collectivités, mais l'État et les régions peuvent vraiment les aider à trouver des outils pour mutualiser. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer avoir, par exemple, peut-être soit mis à disposition des collectivités des outils qui permettent de dire, moi j'ai tel besoin. Je sais pas, en termes de végétalisation, j'ai tel besoin pour que ce soit moins chaud effectivement dans mon immeuble. Quelles sont les différentes solutions qui se trouvent idéalement localement, et puis si on peut pas trouver localement, ça peut être plus loin. Donc là, pour moi, c'est essentiel. Et en revanche, pour l'instant, je trouve qu'on met pas suffisamment de ressources. L'État, les régions, c'est différent, mais l'État ne met pas suffisamment de ressources dans les collectivités. Ça centralise énormément. Il faut vraiment mettre beaucoup plus, parce que c'est vraiment elles qui ont les clés. Alors, je suis désolé de vous avoir ému parce que je suis moi-même dirigeant d'entreprise. J'en ai créé plusieurs et avec des salariés et je sais parfaitement ce que c'est. Je voulais pas du tout donner ce sentiment-là. Nous, le TRP, c'est quelque chose d'interne à la base. Et Time for the Planet n'est pas une association. Donc, je connais parfaitement le monde de l'entreprise, la réalité économique. Et ce qu'on voulait, nous, apporter aux entreprises, c'était justement de leur laisser leur place et de pas les laisser sur le banc de la touche, comme certains les caricaturent, ce que vous dites, comme étant les grands méchants dans l'histoire. Venez avec vous et on y va tous ensemble. Et 2, c'est que les innovations qu'on arrive à pousser, en fait, par exemple, si on parle d'isolation, peut-être que vous connaissiez pas celle-ci et peut-être que demain, un des industriels de votre groupe serait intéressé par ça. Nous, on a besoin des industriels, forcément. C'est une évidence, en fait. Donc, je sais pas, ça m'intéressera d'avoir votre retour sur là où j'ai ripé peut-être et que j'ai donné cette impression d'être contre les entreprises. Mais en tant que chef d'entreprise, non, voilà. Mais ça m'intéresse d'échanger avec vous. Vous êtes d'accord ? Merci. Et quand Dimitri parlait tout à l'heure des initiatives sur le covoiturage qui avaient été lancées par une entreprise, après reprises par d'autres et tout, je sais qu'avec Élise, on pensait Action. Oui, il y a effectivement un de nos adhérents qui fait partie de Action et qui a mis en place une très bonne politique de covoiturage dans son entreprise. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Burkert. Ils font des capteurs de fluide
voilà, je pourrais pas trop vous en parler plus que ça. Mais voilà, ils ont une très bonne politique RSE. Le dirigeant est très engagé. Et sur une entreprise de 200 salariés, il a réussi à mettre en place un système de covoiturage où il y en a au moins 70 qui en font. Et ce qui est déjà énorme. Et en fait, ils ont décidé de dupliquer cette procédure au sein de, notamment, Action, en partenariat avec les collectivités et les autres entreprises de l'Alsace centrale. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier point, par exemple pour le véhicule électrique, en fait, les choses sont assez bien documentées. Je ne vais pas rentrer sur tous les détails, mais effectivement, il y a comme des problématiques dans la fabrication d'un véhicule électrique qui, avec la batterie, effectivement, émet plus de CO2 qu'un véhicule thermique pour la fabrication. Donc, c'est un exemple. Il y a plein de problématiques au niveau que les véhicules électriques, et puis, bien sûr, d'autres avantages aussi. C'est documenté. Le seul point, c'est que comme tout le monde parle à tort et à travers, on sait plus très bien. Les gens ne savent plus très bien à quelle source se fier. Donc le point, mais ça c'est aussi, on peut en tant qu'entreprise aussi essayer d'avoir un esprit critique, voir quelles sont les sources fiables. Alors, je pense que le Shift Project a des choses qui tournent pas trop mal, mais il y en a d'autres. Il faut toujours croiser les données, parce que voilà, c'est certainement pas la Bible. C'est un premier point. En termes d'indicateurs par rapport au greenwashing. Je pense que, et notamment, il y a des choses qui viennent de l'Europe, mais la France, c'est vraiment de commencer à communiquer soi-même aussi sur des indicateurs, de communiquer aussi avec des indicateurs qui soient communs avec d'autres entreprises, et d'être transparent. Alors, on peut pas être transparent sur tout, mais d'être transparent sur ce qu'on a fait derrière, de rester humble aussi. C'est pas commencer à dire grosso modo, j'ai réduit, je sais pas, de ça l'électricité dans mon usine, et puis ça représente 0,1% de vos émissions. Donc non, vous pouvez dire, on a fait des progrès au niveau de notre usine, on peut le communiquer là-dessus, mais il faut que ça reste, qu'il y ait une certaine limite par rapport à ça. Il y a un petit avantage malgré tout du greenwashing, ça donne un angle. Dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'une entreprise qui commence à faire du greenwashing, eh bien derrière, il y a un certain nombre de personnes qui commencent de plus en plus, alors je suis désolé du terme, mais vont la bâcher, quoi, en lui disant, écoute, t'es sympathique, mais grosso modo, ça correspond pas du tout à la réalité. Et après, au niveau de l'interne, des salariés qui se trouvent en interne, ils se disent, ouais, mais là, on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on dit. Donc, c'est un moyen aussi de rentrer. Alors, évidemment, il faudrait que la période de greenwashing ne dure pas trop longtemps, quand même. Mais je pense que vraiment, tout ce qui concerne donc transparence, commencer à communiquer, y compris sur son site internet, ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on fait pas nécessairement bien, mais sur lequel on peut progresser, qui peut être aussi un moyen pour d'autres entreprises de dire tiens, nous on est bon là-dessus, peut-être on peut vous aider. Et ça peut être sur le site internet, mais au-delà de ça, c'est surtout à travers, vous avez plein de réseaux, vous l'avez dit, entre vous, en disant bon, moi je suis pas super bon sur ce sujet, vraiment si on pouvait, s'il y a quelqu'un qui a des solutions, moi je suis vraiment preneur, quoi. Si je peux compléter, en France, en tout cas, la source vraiment la plus fiable, ça va être l'ADEME, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des chercheurs qui travaillent tout le temps là-dessus, et la réponse sur la voiture électrique, elle est très claire chez l'ADEME. Toute l'analyse du cycle de vie, de la fabrication à la destruction, c'est plus écologique qu'une voiture thermique aujourd'hui. Oui, en fait, ça va partir d'un certain nombre de kilomètres, mais pour être précis, mais bon. Il y aura quelques petits précisions, ça dépend où vous avez fait la batterie. L'ADEME, 200 000 ? Ah ouais, 200 000, je suis moins sûr pour le 200 000. Parce que c'est la chiffre ADEME, d'accord. Ah, c'était ça ma question, ok. Parce qu'il y a le travail du réveilleur aussi, qui donne sur une Zoé, sur l'analyse du cycle de vie. Une Zoé en France, c'est 2 ans. En bout de 2 ans, donc il y a quelques dizaines de milliers de kilomètres, je pense. Je pense que c'était un taux moyen. Et même en Pologne, qui est le pays où l'électricité est la plus carbonée, c'est 8 ans. Donc tout ça aussi, c'est sourcé, c'est vérifié. Et donc, de façon générale, ce qu'il faut retenir pour les voitures, c'est qu'il faut qu'elles soient légères. Plus vos voitures sont légères, et moins elles émettent. Il y a un truc qui est tout bête. Si grosso modo, si vous avez déjà un véhicule électrique, renouveler souvent les véhicules électriques, c'est peut-être pas la meilleure des techniques. Donc, ce que je veux dire, c'est tout ce qui est renouvellement, refabriqué. En général, il y a un principe de base. Après, c'est particulier pour le véhicule thermique par rapport au véhicule électrique. Mais lorsque vous renouvelez quelque chose, en général, ça a un impact plus négatif que si vous le gardiez longtemps. C'est la même chose pour le smartphone, par exemple.
Et peut-être pour ajouter quelque chose, au niveau des indicateurs, en tout cas au niveau de la RSE, il y en a de plus en plus, même si c'est quand même très difficile de quantifier quelque chose qui n'est pas forcément financier. Et c'est tout le problème et l'objectif aussi des agences de notation extra-financière qui essayent de standardiser, on va dire, des indicateurs pour pouvoir comparer les entreprises les unes envers les autres. Mais bon, là, on parle vraiment du côté investisseur. Une autre initiative et qui est émise de l'ONU, c'est quand même les ODD, les Objectifs du développement durable, qui permettent, même s'ils ne sont pas parfaits, d'avoir un standard commun au niveau du monde avec des indicateurs qui, pour le coup, ont vraiment été recherchés. Voilà, donc c'est en cours de perfectionnement. Et comme je vous l'ai dit tout début, chaque démarche RSE est aussi singulière. Et c'est vrai que même nous, au sein de notre réseau, on ne va pas forcément pousser les entreprises à avoir les mêmes objectifs selon les différents axes qu'on va trouver. Donc c'est une problématique, mais que je pense qui est en train d'avancer au niveau européen et aussi au niveau mondial. Et la loi a changé d'ailleurs, et elle va se renforcer de plus en plus sur le plan français, mais aussi sur le plan européen pour interdire le greenwashing. Donc, et la loi aussi est vraiment utile parce que grosso modo, c'est un peu la voiture balai, et puis aussi qui met l'ensemble des entreprises sur le même plan, quoi. La loi normalement est la même pour tous, et donc ça peut être d'ailleurs un facteur différenciateur par rapport aussi à des entreprises qui sont, je trouve, à l'extérieur de l'Union européenne ou de la France. Moi, il y a un premier point, c'est d'abord calculer en valeur absolue. L'exemple typique, c'est il y a certaines entreprises. Dimitri, peut-être définir l'effet rebond. Ah oui, pardon, oui, désolé. Merci. L'effet rebond, je vais prendre un exemple qui est tout simple, c'est celui de l'avion. C'est lorsque par exemple on réduit fortement la consommation ou l'efficacité, enfin on augmente fortement l'efficacité énergétique des moteurs d'avion, eh bien ça réduit donc la quantité de kérosène, ça permet de réduire donc la quantité, enfin le prix des vols, donc ça démocratise et au final cette efficacité en fait se transforme par beaucoup plus de vols, donc au final on émet beaucoup plus d'émissions de CO2 que si en fait il n'y avait pas eu d'efficacité énergétique. Alors évidemment c'est bien d'avoir de l'efficacité énergétique. La question, c'est comment est-ce qu'on fait, on évite justement cet effet rebond qui peut aller même au-delà du gain. Donc, par exemple, pour reprendre le point, c'est de travailler en valeur absolue en termes d'émissions de CO2, par exemple. Donc, si une entreprise commence à dire, moi, mes émissions de CO2 par quantité de chiffre d'affaires, il est d'autant, bon, c'est sympathique, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quantité absolue, en fait, qu'il y a. Donc ça, c'est un premier point. Après, alors c'est pas évident, mais je vais prendre un exemple, c'est lorsqu'on donne plus de capacité, mécaniquement on le prend. Je vais prendre l'exemple qui est inverse, qui fait pas nécessairement plaisir à tout le monde, mais on appelle ça aussi l'effet des bons. C'est-à-dire qu'on réduit la capacité, c'est ce qui s'est passé notamment à Paris, où il y avait deux lignes, deux voies près des quais pour les véhicules. On a remplacé par une voie pour les véhicules et une autre voie pour les bicyclettes. Ça a eu un effet des bons parce que les gens ont moins utilisé les véhicules parce qu'il y a toujours autant d'embouteillages et ils ont préféré prendre le vélo. Donc c'est une technique, mais qui n'est pas nécessairement évidente non plus à effectivement vivre. Je te laisse parler. Et moi, très rapidement, on pourra en discuter plus en longueur. Nous, c'est assez simple. Alors déjà, effectivement, c'est pas l'innovation en tant que telle qui va en provoquer de l'effet rebond, ça va être le gain économique et l'économique qu'on va pouvoir faire avec. Nous, on s'attache, quand on étudie des innovations en comité scientifique, de vérifier l'additionnalité ou la subsidiarité de l'innovation. C'est-à-dire que, par exemple, une trottinette électrique, ça remplace pas des automobilistes en trottinetteurs, ça remplace des piétons en trottinetteurs. Donc là, c'est pas très bon parce que du coup, on va augmenter la consommation. Donc ça, on le fait pas. Et parfois, il y a des innovations, justement, on ne sait pas, est-ce que ce truc-là va remplacer quelque chose? Je donne l'exemple, par exemple, d'une voiture toute légère, électrique, un peu qui pourrait être la deuxième voiture familiale juste pour circuler dans le village. Ce truc-là, on se refuse de le faire pour l'instant en se disant, peut-être que ça va inciter des gens qui en avaient qu'une à acheter celle-là. Donc ça, on le fait pas. Donc nous, on vient vérifier si l'innovation, elle remplace quelque chose qui est déjà existant ou pas. Le toit blanc, il remplace de l'utilisation de climatisation. L'eau, ça remplace du gaz à effet de serre. Ça, c'est un critère pour nous, pour limiter le risque. Après, on ne lit pas dans l'avenir non plus, malheureusement, mais c'est ça, on sait que c'est efficace en tout cas. Oui, Gérard.
Alors, dit comme ça, oui, mais pour pas vous faire de faux espoirs, il y a tout un processus d'intelligence collective et je peux pas influencer dessus, mais oui, présenté comme ça, oui, ça a l'air de rentrer dans le champ. Très bon pitch. Dans notre Très tableau. bon pitch. En plus, du coup, tout le monde va te demander après qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est obligé. Hein. Oh, il est violent. Hein. Il y a, je crois qu'en 1 an et demi, on a reçu plus de 800 innovations. Il y en a 350 qui déjà de base tombaient dans la grille. Alors, il faut savoir que ça, on l'a fait sans jamais demander des innovations. C'est-à-dire que tout est arrivé tout seul, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est pas forcément très qualitatif. Ça, on va pouvoir la remonter dans le temps, cette barre. Donc, il y en a 800 qui sont arrivés, 350 qui sont donc passés chez les évaluateurs et les évaluatrices. Vous toutes et tous dans la salle, vous pouvez vous former pour être évaluateur et évaluatrice. Et là-dessus, il y en a, je crois, 35, donc 10% qui sont remontés en comité scientifique. Et sur les 35 du comité scientifique, on en a parce qu'après il y a des tests économiques qu'on va faire. On va aller chercher un modèle économique, on va aller recruter des entrepreneurs. Et c'est à la fin de tout ça, quand on se dit tous les voyants sont au vert, on dépose ça au conseil de surveillance et on va voter, on va proposer l'investissement en assemblée générale. Et donc des 35, je pense qu'il y en a une quinzaine qui a été, peut-être une vingtaine même, qui a été étudiée sur l'aspect économique, et 6 qui sont arrivés en assemblée générale. Donc il y a un très très gros écrémage. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. C'est juste que celles qui correspondent à ce qu'on cherche, des choses très simples qu'on peut déployer très vite dans le monde, voilà, c'est ça qu'on cherche, avec un aspect mesurabilité directe et déployabilité mondiale. Plus c'est simple, plus ça peut se diffuser, plus on mesure, plus elles ont de chances de passer chez nous. Oui. Très bien. C'est peut-être plus facile. Peut-être un témoignage optimiste, hein, puisque c'est il y en a déjà eu plusieurs. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie, notamment dans le développement économique, où j'accompagne toute une série d'industriels au niveau alsacien. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, développement durable, RSE, on n'en parlait pratiquement jamais. On était toujours dans des logiques d'investissement, de retour sur investissement, sur des nouveaux process. La première fois où j'ai été vraiment un peu surpris d'une démarche, c'était il y a une dizaine d'années, quand le groupe Mars, qui a une usine à Haguenau, avait annoncé, début des années 2010, que leur usine à Haguenau sera neutralité carbone au milieu des années 2020. Et à l'époque, je peux vous dire qu'on était tous surpris, parce que c'était pas encore dans l'air du temps. Et ils avaient lancé à ce moment-là toute une série d'investissements. D'ailleurs, je crois qu'il y a des anciens de chez Mars dans la salle qui ont vu la vapeur verte et tout ce qu'ils ont développé derrière. Et c'était une stratégie qui venait des États-Unis, de la maison mère. C'était une première. Mais c'était une exception. Depuis quelques années maintenant, depuis 3-4 ans, on sent maintenant qu'il y a une prise en compte réelle de tout ce qui est développement durable et surtout la décarbonation. C'est vraiment au cœur de beaucoup de stratégies d'industriels, de grands groupes qui ont compris une chose. Et là, il faut reprendre ce qui a été dit il y a 2 ou 3 ans, quand la présidente von der Leyen a pris la présidence de l'Union européenne. Elle a clairement annoncé qu'en 2050, l'Union européenne sera le premier continent décarboné. Donc derrière, il y a eu des déclinaisons de politiques publiques. Et les industriels ont tous pris en compte, les grands industriels européens ont pris en compte toutes ces stratégies. Et je peux vous dire aujourd'hui, quand vous avez des industriels, il y en a certains dans la salle, on a parlé de résilients, mais toutes leurs maisons mères ont aujourd'hui des stratégies qui ont dans leur cœur la décarbonation. Et en fait, c'est des choses très complexes qui vont nécessiter beaucoup de milliards d'investissements. Mais en tous les cas, il y a vraiment une réelle prise en compte, alors qu'il y a 20 ans, on en parlait sans vraiment y croire. Et là, il y a vraiment, je pense, là, une tournure, même si le chemin sera encore long, ça a été dit en introduction, mais il y a une prise en compte et ça va décliner. Et je pense que dans les prochaines années, on va encore devoir de belles choses sur notre territoire. Et je pense qu'en 2050, on sera au rendez-vous d'avoir un territoire décarboné. Merci. Il est 20h. Je vous propose du coup de prendre... Oui, allez-y. Ok, super. Ma question s'adresse à Time for the Planet, à Nicolas. Dans les 3 premières entreprises qui ont été sélectionnées, pour nous donner envie, puisque tout ça s'est passé dans un laps de temps très court. Hein. Jean-Michel, tu as parlé, effectivement, il y a 20 ans, il n'y avait rien, et puis voilà. Mais c'est vrai que Time for the Planet est très récent. Les 3 premières entreprises qui ont été sélectionnées, est-ce que tu pourrais nous dire, au niveau exemple, une des 3, celle que tu préfères? Oui, non, mais de dire où elles en sont,
réellement, combien a été généré, parce qu'il y a aussi le côté ambition internationale. Ce que j'aime bien chez Time Force Planet, c'est dire on ne va pas rester, nous, sur notre territoire, ici ou franco-français. Non, on voit grand au niveau de l'international. Et concrètement, où est-ce qu'on en est, par exemple, pour une des premières innovations ? Alors on va pas se le cacher, en 6 mois on fait pas de miracle quand on crée une entreprise technique. En ce qui concerne le climatiseur, le mot est pas bon, à eau, là ils ont vendu 3-4 premiers prototypes. Voilà. En ce qui concerne le projet de captation via le minerai d'olivine, celui-ci là on est en train d'avoir un accord avec une université belge pour faire des tests in situ, donc dans la mer du Nord. Je ne vais pas parler de ce projet, mais si ça vous intéresse, voilà. Pour ceux qui connaissent, on en est là. Le troisième, je suis fatigué. Oui, les voiles. Les voiles, là, ils vont partir avec une voile de 25 mètres carrés. Alors, donc, les voiles. Donc, c'est des kites qui peuvent permettre de tracter des porte-conteneurs et donc de réduire la consommation en mazout de ça. Donc, la théorie, il fait qu'il faut une voile de 1000 mètres carrés pour des porte-conteneurs. Et là, donc, le prototype, il est sur 25 mètres carrés. Donc, il y a un lanceur qui lance la voile en l'air. Et après, il y a un petit treuil avec une intelligence artificielle qui va augmenter la précision et le guidage de la voile pour augmenter le pouvoir de traction. Et donc là, c'est prévu pour quand est-ce qu'on est cet automne ou cet hiver, Yves Parlier va partir tester ça. Voilà. Et alors, juste pour préciser, parce que donc Élise est partie. Donc là, on est en plein dans le besoin de cadencement des trains, puisque le dernier train qui part de Haguenau est 20h18. Donc en fait, elle a dû s'éclipser. Donc problème qu'on n'aura plus, bien sûr, dans un an, quand il y aura le renforcement du cadencement. Donc voilà, si nous voulions un exemple de à quoi sert le renforcement du cadencement, nous l'avons. Et moi, j'ai besoin d'aller à Strasbourg ce soir, bah oui, si quelqu'un peut me ramener. C'est bon, c'est géré ? Ok. Apparemment, Marie-Odile a déjà un truc. Merci. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Dimitri, ravi de vous retrouver aussi. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Thibault, le député de la circonscription, et on a travaillé avec Dimitri sur la loi impact environnemental numérique, donc ravi de pouvoir se retrouver. Et si j'ai compris, on va se retrouver la semaine prochaine, avec plaisir, on a plein de sujets à porter. Moi j'ai une question, et notamment ça a été évoqué tout à l'heure, le sujet, et c'est le thème de la soirée, qui est l'écologie optimiste. Et je me permets de te solliciter, Dimitri, parce qu'on va se confronter à ce problème-là, et tu vas l'être toi aussi maintenant en tant que nouveau parlementaire. Et dans le sujet optimiste, et comme ça a été dit tout à l'heure aussi par Jean-Michel, il y a le sujet de mettre en avant ce qui a déjà été fait. Et moi, en tant que politique, parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, mais il y a aussi, il faut le savoir, beaucoup de choses qui ont déjà été votées. Tu l'as dit sur le greenbashing, notamment, il y a la loi climat et résilience. La France, c'est le premier pays au monde à avoir un budget vert, ça veut dire une évaluation de son budget. C'est le problème, c'est ça, on ne le sait pas. On parlait tout à l'heure de la croissance, après on peut en discuter, mais moi je pense qu'on peut faire de la croissance en faisant de la décroissance, notamment de la consommation de matière. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans vos magasins avec les indices de réparabilité qui vous indiquent si votre appareil peut durer dans la vie, s'il est réparable, ça veut dire vous informer en tant que consommateur. Et moi ce qui me gêne un peu en tant que politique, c'est quand j'écoute l'atmosphère ambiante, on a l'impression qu'on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait. Je ne dis pas que c'est assez. On a fait des choses. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ensemble, et d'autant plus ensemble la semaine prochaine, enfin, oui, alors, tout à fait pour être précis, je ne suis pas parlementaire. Je me suis présenté, mais ensemble, durant ce mandat, on a continué à travailler avec Shift Project et avec Jean Koski. Comment, à un moment donné, dans le sujet optimiste, c'est aussi montrer aux gens qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Et moi, ce qui me gêne fondamentalement aujourd'hui en tant que politique, et je vous écoute, et je pense qu'on est tous d'accord et on est alignés sur beaucoup de sujets, c'est ce sentiment qu'ont souvent les gens, même souvent ici dans la salle, qu'on ne fait pas assez des choses, ce sentiment qu'effectivement, il y a, je ne dirais pas le green bashing, mais le bashing politique, qui dit on ne fait pas les choses, on fait des choses. Et il y a une partie optimiste, et on le voit aujourd'hui qu'il y a des choses qui marchent concrètement. Je prends toujours l'exemple, quand vous allez au McDo, si vous n'avez plus de pain au McDo, c'est parce qu'il y a une loi qui a été votée. C'est pas par hasard. Comment on peut faire pour travailler ensemble et donner cet élan optimiste, de dire aux gens, il y a des choses qu'ils font, prenons-nous par les mains, allons-y ensemble, tous dans une logique effectivement d'avancer.
en dehors de simplement les conférences. Ça, c'est une vraie question que je me pose, que j'ai posée aussi à Cyril Dion, sur laquelle il ne m'a jamais répondu. Alors, précision, enfin, moi je me suis présenté comme candidat écologiste indépendant, donc dans les Yvelines. Alors, étant indépendant, j'ai pas réussi à passer le cap. J'ai pas réussi à être capable, mais j'aurais eu beaucoup de plaisir à devenir parlementaire. Mais bon, je vais continuer mon œuvre au sein du Shift Project, notamment avec la loi pouvoir d'achat. Mais il y a comment dire, je vais prendre l'exemple, effectivement, j'en parle d'ailleurs aussi dans le livre sur la loi climat. Oui, il n'y a pas rien qui a été fait, soyons clairs, c'est pas du tout le point. Le point, c'est la marche est devenue beaucoup plus haute, c'est-à-dire que les enjeux deviennent tellement importants que même ce qui a été fait, et après je préciserai sur la partie loi climat, n'est aujourd'hui pas encore suffisant. Mais c'est vrai qu'en tant que politique, c'est pas facile parce qu'effectivement, d'un côté, il faut complètement changer un certain nombre de choses. Parfois, il faut heurter aussi, peut-être les habitudes, changer les habitudes. Et comme je dis, la marche est très haute, les enjeux sont très importants, et donc ça signifie que sur le plan politique, normalement, ça veut dire changer énormément de choses. Mais il y a une chose que dit souvent Jean-Marc Jancovici, c'est que la politique a souvent 3 ans de retard par rapport à la population. Et donc le temps qu'il intègre dans la loi ce type de changement, ça prend plus de temps que prévu. Maintenant, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que, y compris les politiques, commencent à comprendre que les manières de faire habituellement ne suffisent plus. Je vais prendre un exemple un peu caricatural. Notamment, il y a un parti qui propose le blocage des prix pour le carburant. C'est pas la bonne solution. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si on bloque les prix au niveau carburant, ça va coûter une certaine somme d'argent, mais soit. Mais de l'autre côté, la meilleure des solutions, c'est pas de bloquer les prix du carburant. Après, on peut bien sûr faire des distinctions pour certaines catégories de personnes, etc. Donc là, il y a des exceptions qu'on peut faire. Mais une autre manière de faire, c'est commencer à mettre en place des alternatives. On parlait effectivement d'avoir un cadencement, par exemple des trains. Effectivement, développer peut-être en termes de covoiturage, faire de la mutualisation dans des zones, par exemple, blanches de mobilité. C'est développer des box sécurisés et des pistes cyclables, etc. Et c'est vraiment de développer des alternatives écologiques. Et moi, je préfère qu'on mette beaucoup plus d'argent dans ces alternatives qui sont un impact au niveau du pouvoir d'achat et un impact sur le plan écologique, plutôt que de commencer à mettre de l'argent dans le blocage des prix de l'essence, quoi. Et en plus, un autre impact parce que le prix de l'essence augmente, soit, mais lorsque vous avez un vélo, je me souviens notamment, il y a une petite image que j'ai beaucoup appréciée où vous voyez, c'était un pompiste qui avait mis ça, il a mis coût effectivement que lorsqu'on fait du vélo, 0 € pour le carburant. Bah oui. Donc la meilleure solution, ça dépend des cas, ce sera peut-être du vélo ou d'autres choses. Donc, et ça là-dessus, je pense que le gouvernement, et pas uniquement le gouvernement, mais l'ensemble des différentes parties, doivent prendre conscience de cela pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on met comme moyen pour pas continuer la politique comme on a l'habitude de faire, bloquer ou réduire, etc. Non, mettons de l'argent pour vraiment des alternatives qui ont un impact sur le pouvoir d'achat, on va dire préserver le pouvoir d'achat, et écologique. Et c'est ça vraiment l'enjeu. Alors, je vous propose maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a le buffet qui commence à s'installer derrière. Donc, je vais vous proposer un dernier point avant de continuer les conversations au buffet. C'est un feedback popcorn. Donc, vous voyez, vous visualisez le popcorn, tous les petits grains qui éclatent partout dans la salle. Donc, je vais vous proposer de donner votre réponse sous forme de mots-clés et que ça éclate, en gros, partout dans la salle, sur comment c'était pour vous cette conférence sur l'entreprise accélérateur de la transition écologique. Donc pas besoin de lever la main, vous jetez les mots-clés dans la pièce. Et puis ensuite, quand on a mangé tout le popcorn, on va ouvrir le buffet. À vous de jouer. Comment c'était pour vous cette conférence ? Passionnant. Complexe. Pardon ? Jeune. Dynamique. Je suis né à Metz.
Fallait le dire avant. C'est bon, on a mangé tout le popcorn? Eh bien, merci pour votre écoute, votre participation. Je voudrais remercier nos intervenants, vraiment de qualité, très complémentaires, très intéressants. Et je vous invite à discuter avec eux autour d'un verre pour continuer à nous inspirer. Merci à vous.